sais, la fameuse peur que tout s'arrête, ça me drivait, cette peur-là. Ça me drivait, ça me paralysait à la fois. T'es endetté de 100 000 balles où il fallait que je trouve 10 000 balles dans les 3 jours pour payer. Je dis pas que je stresse pas, mais je suis confiant. C'était bien, mais c'était pas l'immobilier que je rêvais de faire. C'était pas les projets entrepreneuriaux que je rêvais de faire. Et à 30 balais, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je trouve un truc qui a du sens. De faire le lien entre ceux qui veulent avoir une famille, des enfants et l'entrepreneuriat. Et moi, je crois beaucoup que, en gros, la qualité de ta relation a un énorme impact sur ton boulot. Quand je pense au Christ ou quand je vais dans une église, c'est un moment où je me dis, je suis connecté à un ensemble, quoi. Et ça me rassure. J'étais très spirituel, avec une quête vraiment de l'intérieur à vouloir sortir de la dimension religieuse. Et je me suis remis à un mode plus rite, justement, tu vois, à faire un autre père tous les jours avec les enfants, à mettre en place des rigueurs sur avoir des temps de silence, le sabbat, tout ça. Et je trouve que dans la spiritualité, il y a du réconfort. Les enfants, c'est quand même un énorme moteur. Comme j'ai envie d'être avec eux, en fait, je suis obligé d'être encore plus efficace et un meilleur entrepreneur grâce à ta femme. C'est mon associé, c'est la directrice des opérations. Je pense que les coups de génie, c'est moi qui les ai. Ok. Mais le fait que ça perdure, c'est grâce à elle. Gérald était dans mon viseur depuis un certain temps. J'avais regardé plusieurs de ses interviews sur son podcast Les Gros Mots et j'étais intrigué. Papa de 2 enfants, multi-entrepreneur qui génère plus de 10 millions de chiffres d'affaires sur le web, chef d'une équipe de 27 collaborateurs en total remote, investisseur immobilier, consultant, créateur du mastermind Impact, un peu réac sur les bords et, pour finir, combattant MMA. Bon, j'avais envie de gratter derrière la couche de vernis des réseaux sociaux, comprendre ses motivations, décortiquer le palais mental d'un entrepreneur ayant construit un petit empire qui lui permet de passer le mercredi avec ses enfants, s'entraîner tous les jours, parce que moi, plus ma boîte a grandi et moins j'ai eu de liberté. Alors j'ai voulu le cuisiner pour comprendre son rapport à l'argent, sa grille de décision pour se lancer dans un projet, ses motivations, sa relation de couple, mais aussi la place de la religion dans son parcours. Gérald a accompagné des milliers de futurs entrepreneurs à se lancer et coaché en individuel de nombreux patrons à succès du web. Alors sortez de quoi prendre des notes, bon visionnage. Gérald, est-ce raisonnable de lancer un business quand on est père de famille ? Je m'explique, moi j'ai commencé à 20 ans, après les études, je ne trouvais pas de travail. Après un coup de téléphone avec un entretien d'embauche, la personne se fout de ma gueule en mode « t'as aucune expérience, t'auras jamais travaillé ». Je lui dis « ah ouais ?» Du coup je me lance. Je me mets en coloc avec mon associé, on bouffe des pâtes, on boit des crocs et on regarde les Simpsons. Notre vie est très simple, avec 1000 balles on s'en sort. Aujourd'hui c'est un peu plus de 1000 balles qu'il me faut par mois, 4 enfants, le chien, le crédit de la maison. Quel conseil tu donnerais à un père de famille qui sent qu'il doit y aller, mais il se dit putain la pression elle est trop dingue? Ouais. Bah, moi, ma plus grosse peur, c'est de finir ma vie avec un goût d'inachevé, un goût de, tu vois, avec des, voilà, avec ce manque-là. Et après, moi, j'ai entrepris aussi à 19 ans. Ouais. Très tôt, j'avais un appart qui était payé par le rugby, j'avais une école où je savais que je pouvais reprendre machin, et j'avais mes parents qui n'étaient pas trop loin, donc je n'ai pas non plus sauté dans le vide. Mais du coup, pour moi, le gros risque, c'est de toujours rester avec cette frustration de ne pas l'avoir fait. Ouais. Mais je ne suis pas non plus pour sauter du 10e étage sans parachute, quoi. Ouais. En mode roulette russe, ce n'est pas du tout mon délire. Donc, je pense que ça peut être hyper bien d'avoir un objectif d'entrepreneuriat. Et en face de ça, se dire, OK, l'entrepreneuriat, en fait, ça se mérite. Je dois stabiliser, je dois sécuriser ma situation. Ouais. C'est-à-dire, je dois savoir combien j'ai besoin de revenus pour justement assumer mon foyer. J'ai pris des engagements. Du coup, c'est pas en entreprenant que je décide de claquer la porte. Et voilà, je largue pas mes 4 gosses et ma nana pour entreprendre. C'est pas ça l'idée. Mais du coup, en fait, c'est voilà, je dois... il me faut tant par an, j'ai besoin d'avoir tant de disponibilité. Il y a des contraintes quand on a des enfants. Par exemple, moi le mercredi je peux pas bosser parce que il y a les contraintes, il y a la danse, il y a le rugby. Enfin voilà, il faut les enfants, il faut s'en occuper. Pareil quand on se marie, quand on est en couple, il faut des moments aussi des moments de vie de couple, etc. Donc ça pour moi c'est pas négociable. Et l'entrepreneuriat se fera autour de ça. Donc évidemment, quand on est à nos âges maintenant, même si on n'est pas extrêmement vieux, on a des engagements. Et donc voilà, comment je prépare ça, comment je sécurise justement ce minimum-là. Et donc ouais, c'est hyper important. Et je pense que ça doit se mériter. Il y a un petit challenge à dire voilà, il faut que j'arrive à générer X centaines, X milliers par mois pour avoir le droit d'entreprendre, de faire mon kiff et du coup de créer mon identité d'entrepreneur. Je pense que il y a un peu dans le sujet que j'ai analysé, il y a 3 axes. Il y a ceux
qui vont en mode safe, c'est-à-dire en gros, ils vont commencer une activité à côté tranquillement qui va monter. Mais ça, c'est assez compliqué. Il y a aussi la France qui est géniale avec le chômage. Et moi, en fait, je pense que là-dessus, on va peut-être pas se rejoindre, mais moi, je pense que j'ai besoin de la pression financière pour me sortir les doigts. Ouais. Si j'ai pas de pression financière, genre, je vais être cool. Tu vois, je suis genre à l'école, j'étais celui qui faisait tout au dernier moment. Et j'aimais bien une fois, c'était Oussama, il faisait une vidéo qui disait que dans l'incubateur, généralement, c'est à la fin des 2 ans, quand ils n'ont plus leur chômage, tu as dû l'entendre, ça, que les gens, d'un coup, ils ont leurs idées de génie. Avant, ils vont faire le site, ils vont faire le brand, ils vont se concentrer sur tout sauf vendre. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à ça, sur à la fois la sagesse. On est obligé, comme tu dis, tu as des enfants et tout. Et en même temps, est-ce que quand on est sage, en fait, on a l'énergie nécessaire pour vraiment accomplir des grandes choses. Et quand je dis grand, c'est pas forcément changer le monde, mais déjà lancer une boîte, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande de faire beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire, comme appeler 30 personnes par jour pour essayer de vendre son produit. Il y en a qui adorent ça, mais c'est chiant. Toi, via l'incubateur, tu as accompagné des milliers de personnes à se lancer. Est-ce que tu identifies ces différents profils, ces différents besoins, et qu'est-ce que toi tu recommandes en fait à ces gens-là? Pour moi, il y a trois sous-sujets là-dedans. Et globalement, les gens, donc nous on a accompagné plus de 7000 membres aujourd'hui, en fait ils ont tous leur réalité, ils ont tous leurs obligations, leurs peurs, etc. Donc ça c'est pour tout le monde. Je pense déjà que quand on se fixe un objectif à 3 ans, clairement c'est très compliqué de mettre des actions en face. Okay. Donc moi je ramène tout ça à 90 jours. Okay. J'ai rien inventé, mais en fait faire un plan sur 90 jours, c'est ce moment où en fait je ne surestime pas ce que je ferai à l'année et je sous-estime pas ce que je ferai aussi. En fait c'est pile poil le moment où la focale est bien réglée en fait. Okay. C'est là où j'y vois clair. Donc ça fait quoi, 3 mois? 3 mois. Ouais. 3 mois. Et ça me permet en face de mettre du coup des OKR, donc de définir en face de ces objectifs des critères de succès. Les KR, c'est Key Result, critères de succès. Et donc ça, c'est des critères objectifs qui me permettent de savoir si j'ai atteint l'objectif ou non. Parce que si je dis, admettons, je veux lancer ma chaîne YouTube et faire, mon objectif, c'est 1000 abonnés en 3 mois. Ok, ça très bien. Mais en fait, ça ne dépend pas de moi. Ce qui va dépendre de moi, c'est ce que je vais mettre en input de ça. Oui. C'est ok, je vais sortir 3 shorts par jour, je vais faire 2 grandes vidéos avec des invités, je vais faire X vidéos courtes avec voilà. Et donc ça, je peux le tenir. Et donc mes engagements, je les tiens. Mais c'est pareil pour le sport. Genre, je veux perdre 20 kilos, comment ça se passe? En fait, je dois avoir mon déficit calorique de temps, je dois faire tant de séances de sport, je dois dormir minimum tant d'heures par soir. Et donc en fait, c'est ça qu'on maîtrise. C'est pas l'output. Et souvent, quand on réfléchit juste à l'output sans réfléchir à ce qu'on met à l'entrée au début de la fonction, quoi. Ce qu'on met. Action, ouais. Mais en fait, on se plante. Et donc, pour moi, il faut régler la focale à 90 jours, se mettre des OKR à 90 jours. Et puis voilà. Et puis, il faut toujours tenir compte du contexte. Il y en a qui sont parents, il y en a qui sont en situation de handicap, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui adorent faire la fête. Enfin voilà, on a tous des réalités, quoi. C'est comme ça que je le vois. C'est vrai que dans une de tes interviews, tu disais que toi, tu as une genre de paralysie quand tu es en stress financier. Ouais, moi, j'aime pas ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à donner des conseils à des gens qui voulaient entreprendre quand ils venaient me voir. Parce que moi, j'ai été tellement fou furieux sur ces questions-là. Et c'est dû aussi à mon histoire. Moi, j'ai un père, donc pasteur protestant, un peu particulier, où il a vécu ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, par la foi. C'est-à-dire qu'en gros, il n'avait pas de revenus et c'était la charité. C'est des gens qui donnaient comme ça. Et moi, j'ai grandi avec des gens qui, j'entendais le matin mes parents dire on n'a pas de quoi acheter à manger. Et puis le soir, on revient d'une balade, il y a des billets scotchés devant la porte. Donc moi, j'ai une grande foi en Dieu, en destin, il va prendre soin de moi. Donc, ce qui fait que je suis un fou furieux dans mon parcours. Ça m'a porté quand même pas mal de problèmes. Mais dès que j'ai même des fois où j'étais endetté de 100 000 balles, où il fallait que je trouve 10 000 balles dans les 3 jours pour payer, j'ai toujours eu des clins d'œil comme ça. Donc, en fait, je dis pas que je stresse pas, mais je suis confiant, tu vois. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à donner des conseils aux gens, parce que moi, j'aurais tendance à dire, vas-y, lâche tout. Tu vois, je pense à 2-3 personnes autour de moi qui ont eu des chômages et tout, et puis qui veulent se lancer, et puis on est peut-être 1 an et demi après, 2 ans,
il s'est pas passé grand-chose, tu vois. Ouais. Donc moi, j'ai envie d'être en mode fou furieux. Mais je le dis pas parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir la responsabilité si la personne, dans 6 mois, vient de voir en mode « Ouais, je suis endetté de 20 000 balles. À cause de toi, ma femme, elle s'est barrée parce que je peux plus payer les pâtes. » Et donc, j'ai trouvé très intéressant, je pense que tu peux donner des meilleurs conseils avec cette paralysie que toi, tu peux avoir. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour éviter de te retrouver dans cette situation-là et pouvoir entreprendre sereinement? En fait, moi, la peur, c'est la fameuse peur que tout s'arrête. Ouais. C'est un truc, j'ai mis un moment, donc là, je vais faire 34 ans la semaine prochaine. J'ai mis un moment, ça fait 10 piges que j'ai compris que ça me drivait, cette Ok. peur-là. Ça me drivait et ça me paralyse à la fois. En fait, j'ai compris, en fait, c'est purement familial. Ok. Pour le coup, moi, mes grands-parents, ils avaient beaucoup d'argent, ils n'ont plus rien eu. Ok. Mes parents ont eu une belle boîte. Ensuite, mon père est tombé malade, ils n'ont plus rien eu. Ah Donc ouais. en fait, j'ai connu. Il y a un pattern, quoi. Ouais, exactement. J'ai connu en fait vraiment et alors, en plus pour des raisons qui sont à chaque fois des trucs pas qui ne sont pas du tout sous la maîtrise. Une maladie, c'est une maladie. Bah ouais. Ça tombe dessus. Mes grands-parents, c'était plus un contexte politique qui a fait que ça les a ruinés. Ils y pouvaient rien non plus. Bah ouais. C'est-à-dire, donc en gros, là-dessus, c'est vraiment exogène comme trigger de galère, quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, ça, moi, c'est ma hantise. C'est ma hantise. Donc j'ai essayé. Je me suis dit, en plus, si ça me tombe dessus, toi, tu as plutôt confiance. Moi, je suis plutôt inquiet là-dessus. J'ai dit, je vais me créer un patrimoine et je vais me créer des assets qui vont me baquer là-dessus parce qu'en fait, l'imprévu, je peux pas le. Par ouais. définition, je peux pas le prévoir, je peux pas anticiper. Quand j'investis dans une boîte, très souvent, je vérifie, je m'assure que la personne ait des revenus. Des revenus automatiques, des muses ou des loyers ou qu'il y ait un peu d'argent de côté pour justement pas avoir cette peur financière. Ok. Et là, tu veux dire la personne avec qui tu t'es associé, à exactement. côté, elle doit avoir d'autres revenus. Exactement. Très souvent, je m'en assure. Alors ça, je m'assure que son couple est sain, Ouais. sa vie sentimentale est saine du coup, Ok. et qu'en gros, il ait des revenus. Parce que pour moi, c'est les deux trucs qui font que tu peux... T'associer sereinement. Ouais, et surtout que tu peux louper ton entrepreneuriat, quoi. Si t'es pas bien à la maison parce que ton couple va mal et qu'en plus de ça, tu as une pression financière, c'est les deux pressions un peu... voilà, c'est hyper structurant. L'argent et l'amour dans une vie, c'est quand même... c'est beaucoup. Mais quand tu entreprends, tu mets... après, tu vas me dire que non, mais tu mets beaucoup de ta stabilité financière en jeu, non? Justement, l'idée, c'est... moi, je m'assure quand j'investis dans une boîte que je cofonde ou je prends des participations, que justement, la personne va pouvoir, le temps que ça se lance, le temps que ça fasse ses preuves, avoir son matelas de sécurité. Et j'ai un des associés avec qui j'ai un deal en ce moment, qui, lui, avait une rente par rapport à de l'immobilier d'environ 4 000 € par mois. Et il était extrêmement frustré de ne pas avoir justement de ce feu sacré-là. Ce feu... Et il a décidé en janvier, on est en janvier, d'arrêter sa rente. Incroyable. De se mettre dos au mur. Donc en fait, lui, c'est un peu plus ton profil. Il a besoin de se mettre dans le truc. Moi, ça m'angoisse à un point de ouf, tu vois. Et donc voilà. Donc moi, de mon côté, ce que j'ai mis en place pour éviter pour éviter toutes ces angoisses, même si ces angoisses, vu qu'elles sont irrationnelles, en face, tu mets des trucs rationnels, ça les solutionne pas trop. Mais en gros, j'ai fait de l'immobilier quand même assez jeune. D'ailleurs, la première fois que je suis venu enregistrer dans le studio, c'était pour parler d'immobilier. Ouais. Et donc, j'ai fait de l'immobilier. Pas très bien, mais j'en ai fait. Okay. J'ai vraiment fait le MVP de l'immobilier. Et au final, maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Et donc ça, c'est le premier truc que j'ai mis en place. Et après, moi, je me suis passionné pour les business de muses. Okay. Et donc, les muses, c'est un truc qui a été... c'est les passive income. Il y a 2 bouquins. Il y a La semaine de 4 heures et il y a Passive Income qui documente bien ça. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est l'idée, en fait, d'avoir une rente digitale. Okay. Alors, un business en ligne, un site de e-commerce, une appli, un truc comme ça, qui te génère du revenu automatique. Ouais. Et ma première muse, elle a démarré, j'avais 19 ans. Okay. Et en fait, au départ, c'est pas du tout un projet que j'imagine. Moi, je suis développeur, j'ai fait une formation d'ingé. Donc, je faisais du code en freelance, du PHP à l'époque, en procédural. Et je me fais contacter par un prospect qui me dit, voilà, je viens d'acheter un site. En fait, j'ai besoin que tu le refasses parce que du coup, il y a un truc qui fonctionne pas, machin et tout. Et donc, je fais la refonte du site et en fait, j'ai plus jamais de nouvelles de ce prospect. Enfin, de ce client, du coup. Il te paye pas, quoi. Il me paye pas. Et en fait, je me retrouve avec ce truc-là. Et le truc qu'il avait acheté, en fait, c'était un nom de domaine qui rankait hyper bien dans Google, qui avait des bonnes positions en référencement naturel. Et donc, en fait, j'ai monétisé le site que j'avais fait pour lui, mais qui m'avait... Donc, voilà, en gros, j'ai récupéré l'asset. Et c'était ça ma première muse. Et elle tourne encore.
Incroyable. Ouais. Et donc, bah, ça me sécurise. Tu as découvert en fait les passive income, les revenus récurrents quoi, via ce problème quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un petit peu, tu disais tout à l'heure, la bonne étoile, là, c'est un petit peu ça, là, pour C'est ce qui fou. m'est tombé. Mais Moi, j'essaie toujours d'avoir un business comme ça à côté. Ouais. Je pense que moi, et c'est ça que je trouve intéressant pour les personnes qui cherchent à se lancer ou alors qui galèrent financièrement, qui veulent se développer, c'est cette réflexion, en tout cas, moi, ça m'a ouvert l'esprit de se dire, OK, il y a les revenus qui sont là pour sécuriser. C'est pas forcément des boîtes inspirantes dans lesquelles on s'épanouit. Puis il y a vraiment le job inspirant, comme on se le disait juste avant. Moi, je pense que j'ai attaqué direct dans le côté il faut que je m'épanouisse, même si tout n'était pas rose. Je pense que j'ai manqué beaucoup de sagesse. Et moi, comme je n'ai pas été drivé par l'argent, du fait que j'ai vu qu'on peut vivre avec rien et s'en sortir. Et puis ma femme était un peu aussi comme ça. Elle a eu un papa artisan qui a aussi galéré, eu des hauts débats. Donc, elle n'a pas trop peur, en fait. Mais je pense que c'était une erreur. Avec du recul, je me dis, il y a tellement de domaines où si j'avais été plus drivé par l'argent et la dimension de stabiliser la famille, aujourd'hui, je gagnerais beaucoup plus. Par contre, là où je me demande, c'est le fait d'avoir pas été intéressé par l'argent, ça a fait que j'ai rencontré énormément de gens, créé des relations très fortes, et puis bosser sur des trucs, comme j'étais pas cher et que je faisais beaucoup de choses bénévoles, ça m'a fait plutôt grandir mon expérience. C'est Alex Hormozy qui dit il y a des learning season et des winning season. Il y a des phases d'apprentissage et des phases de récolte. De récolte, ouais. Mais est-ce que tu penses que tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer de se dire, OK, d'abord, je me concentre sur me créer une muse? Parce qu'en fait, est-ce qu'une muse, ça peut pas être aussi un peu pas un divertissement, mais te détourner un défocus de ton projet principal? Bah, déjà, moi, je pense que sur ce que tu dis, si tu avais été différent, tu aurais eu. Bah, déjà, je pense que c'est pas une question. Tu vois. Oui, tu es comme ça, tu l'as fait comme ça. Oui, moi, ça. Moi, j'étais drivé par cette peur-là. Ça m'a fait faire des trucs cool et des trucs moins cool. Toi, tu as été drivé par ce feu. Ça t'a fait faire des trucs cool et des trucs moins cool. Et en fait, du coup, je recommande rien par rapport à ça. Parce que le seul truc, c'est d'être cohérent. Ouais. Moi, je me suis concentré sur être très, très, très sécure pendant très longtemps. Ouais. De mes 19 à mes 30 balais, quoi, à peu près. Ouais. Et à mes 30 balais, avoir des muses, des loyers, avec des loyers payés par la CAF, parce que du coup, c'était des petits appartements, du coup, des petits loyers pour des travailleurs, etc. etc. C'était des trucs... en fait, c'était bien, mais c'était pas l'immobilier que je rêvais de faire. Ouais. C'était pas les projets entrepreneuriaux que je rêvais de faire. Et à 30 balais, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je trouve un truc qui a du sens. Et donc, ce qui est juste, ce que moi je recommande, c'est juste d'être cohérent. C'est si j'ai besoin de sécurité, que c'est la sécurité qui me drive, je bosse là-dessus. Si j'ai besoin de faire du sens, je bosse dessus. Mais par contre, il y a toujours un dark side aussi, ouais, tu vois, du truc. Si je fais des trucs qui ont beaucoup de sens, donc ça va dans le sens du sens, voilà. Mais du coup, ça va pas dans le sens de l'argent. Et si ça va dans le sens de l'argent, ça va pas forcément dans le sens du sens. Ouais. Et du sens dans le sens de la mission, quoi. Ouais. Et donc moi, ce que je recommande juste, c'est d'être cohérent. Ouais. Et les gens hyper tristes, très souvent, c'est les gens qui sont pas cohérents entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils mettent en place. Toujours pareil, tout à l'heure, on parlait d'input et d'output. Il faut une cohérence entre les deux, quoi. Ouais. Si je bouffe 10 fois McDo par semaine, j'aurai pas les abdos. Ça, c'est clair. Et ben, ouais, c'est juste ça. Et donc, à un moment, avant, tu as dit un truc intéressant quand tu veux t'associer avec quelqu'un. Donc, tu regardes que le gars est stable financièrement à côté et que le foyer, le couple va bien. Comment tu checkes ça? Dans tous les cas, en plus, je check même pas pour lui, je check juste pour moi. Ouais. C'est juste ce que je traite mes inquiétudes en fait en faisant ça. Tu vois. Après, il y en a s'ils veulent avoir une vie qui est différente de la mienne, c'est complètement ok du moment que pareil ils sont cohérents. Ouais. Oui, mais tu as dit un point important parce que c'est un peu l'objet de cette conversation et puis de cette chaîne, c'est de faire le lien entre ceux qui veulent avoir une famille, des enfants et l'entrepreneuriat. Et moi, je crois beaucoup que, en gros, la qualité de ta relation a un énorme impact sur ton boulot. Mais du coup, le fait que tu le partages un peu naturellement, je serais curieux de savoir quels sont pour toi des red flags quand tu rencontres un associé et puis il te présente
un futur associé il te présente son conjoint et tout, ça t'est déjà arrivé de te dire, oh putain, ça pue. Là, franchement, dans 6 mois, ça clash. Le truc pour moi, le pire, c'est quand monsieur ou madame décide d'entreprendre Ouais. le sujet commun avec moi Ouais. pour faire plaisir à l'autre. Ok. Et donc, en fait, t'entreprends avec A, mais en fait, c'est B qui mène le truc. Et ça, il n'y a rien de plus malsain, quoi. Ok. Ou alors parce que t'imagines le couple où, en l'occurrence, on imagine, c'est assez, on peut faire une caricature comme ça, mais c'est monsieur qui gagne pas assez d'argent et c'est sa nana qui lui dit, ok, il faut que tu te bouges le cul, il faut Ah que tu ouais. montes une boîte et machin. Il n'y a rien de plus malsain par rapport à ça, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé. Ah ouais. Genre en mode, le mec a pas envie d'entreprendre. Le mec Ouais. a un talent. En fait, moi, très souvent, je m'associe à des gens qui ont un très haut niveau d'expertise Ouais. et qui n'ont pas encore passé le cap Ouais. de l'entrepreneuriat. Donc un super graphiste, un super développeur, Ouais. un super vendeur, voilà, etc. Et il est très fort, mais il n'a pas cette fibre, il n'a pas, il a pas ce feu, en fait. Du coup, s'il le fait pour des mauvaises raisons, ça ne marchera pas. Ouais. Ça marchera pas. Et donc ça, ce truc-là, j'ai déjà vécu et c'est compliqué de lui dire... c'est compliqué de dire on fera pas de deal parce que en fait tu le fais pas pour des bonnes raisons. Et le troisième cas de figure, c'est monsieur ou madame qui veut se lancer, mais l'autre veut pas, parce qu'elle a peur, parce qu'il dit mais financièrement, mais c'est pas cohérent, comment on va faire si ça se passe pas bien. Est-ce que pour toi ça c'est un red flag? Alors ça m'est jamais arrivé. Ok. Ça m'est jamais arrivé. Je pense parce que très souvent les gens avec qui je démarrais une association, j'ai déjà collaboré avec eux et donc Ouais. du coup on voit à peu près on a à peu près une image, une idée Mhm. du truc. Mais le jour où ça arrivera, je sais pas exactement comment je vais gérer le truc. Dans l'incubateur, vous avez comme ça des gens qui veulent se lancer, qui commencent la formation, puis à un moment qui disent ouais mais j'ose pas parce que mon conjoint est pas. Nous, ça fait partie des premières questions qu'on pose. En fait, Ok. alors déjà, il faut savoir qu'en plus, c'est assez bien fait parce que France Compétences, du coup, qui régit le Mhm. droit de la formation professionnelle, Ouais. tout n'est pas bien chez France Compétences. Ouais. Il y a énormément de choses à améliorer. Mais par contre, dans les questionnaires de positionnement, Ouais. donc c'est un document qu'il faut qu'on remplisse quand on accueille un candidat. Ouais. Ça c'est pour rembourser la formation. Ça Ouais, ça, c'est pour la juste- prise en charge. Ok. Mais donc, du coup, nous, tout notre organisme de formation, même s'il n'y a pas de prise en charge, non, il y a de la prise en charge, mais il y en a qui payent ça sur leur denier personnel. On est quand même soumis, on est quand même obligé de poser la question. Ouais. Et justement, c'est quel est votre entourage? Comment vous êtes staffé à la maison, quoi. C'est un petit peu Ouais. ça le truc. Et donc c'est en gros la question, elle est un petit peu détournée, c'est est-ce que vous avez le temps de le faire? Est-ce que vous avez les moyens matériels de vous concentrer? Donc du coup, Mhm. c'est hyper aligné avec ce que je disais tout à l'heure. Les moyens matériels, est-ce que vous êtes soutenu? Mhm. Et donc c'est une question qu'on pose même avant que les gens rentrent dans dans l'incubateur. Et ouais, moi je pense que c'est hyper important parce que en fait, on peut très vite remplacer son salaire Mhm. en tant que dirigeant, mais ça peut aussi prendre un peu plus de temps. Ouais. Et il n'y a pas de baguette magique. Et même si moi j'accompagne pas mal de monde et j'ai eu pas mal de business, je suis incapable de dire si Pierre-Paul ou Jean Ouais. vont réussir ou pas. Et puis en plus, même souvent, c'est ceux sur qui on mettrait pas un billet qui réussissent le plus Ouais, vite. c'est vrai. Donc là-dessus, C'est vrai que la dimension de soutien, elle est hyper importante. Du coup, ça me fait transitionner sur une question autour du couple. En quoi tu es un meilleur entrepreneur grâce à ta femme? Bonne question. Alors, du coup, moi, c'est mon associé. Ok. Et c'est mon associé, c'est la directrice des opérations. Et je pense qu'elle amène elle est plus rationnelle que moi. Ok. Et donc, elle amène un côté, pas sécurité, c'est pas le bon terme, Mhm. mais une justesse. D'accord. Je pense que les coups de génie, c'est moi qui les ai. Ok. Mais le fait que ça perdure, c'est grâce à elle. Ok. Voilà. C'est-à-dire que toi, avant de t'embarquer, est-ce que j'imagine que tu lui en parles? Ouais. Et est-ce qu'elle te passe au crible en mode, mais t'as pensé à ça? C'est quand tu dis, parce Non. qu'une directrice d'opération, c'est un peu ça, c'est Ouais. transformer ce qui est dans les nuages dans la matière. Moi, en fait, en vrai, je t'ai dit, quand je lui raconte mes projets, Ouais. au départ, quand je dis j'ai envie de faire ça, etc., elle m'écoute, mais juste par politesse. Ok. D'accord. Elle est trop forte, c'est en disant voilà, j'ai cette problématique-là. Donc là, quand on est dans le vrai, en fait. Ouais. Ou d'accord. alors, j'ai fait ça, je dois le scaler ou je dois le maintenir. Donc en gros, il faut dérouler une procédure, il faut machin, etc. Elle va dire ok, là, il y a un angle mort, là, t'as pas vu ce truc-là. Ce truc-là, très bien.
ce truc-là, ok, c'est pas assez, t'as pas prévu assez, t'as pas prévu assez solide, ou ça, admettons, c'est surfait, etc. Donc elle, mes projets, elle les écoute, mais comme quand elle me parle qu'elle elle a fait des squats à la muscu, je l'écoute par politesse. Tu vois. Ah ouais. Ouais, bah oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà, mais par contre, là où elle est très forte, c'est pour opérer, quoi. C'est marrant parce que moi, ce que tu dis, c'est un peu, je retrouve ça quand je m'enflamme sur des trucs. Je sens qu'elle m'écoute, mais moi, j'ai pas lâché que j'ai envie qu'elle m'écoute vraiment et que j'arrive à l'enflammer. Donc pour moi, ma capacité à l'enflammer, c'est comme c'est ma première cliente. Tu sais, je dis ouais, j'aimerais faire ça et tout. Puis voilà, j'essaie d'analyser, est-ce que c'est le mood qui est pas bon ou est-ce que c'est mon idée qui est un peu foireuse, elle n'ose pas me le dire. Et pour moi, c'est vraiment un ingrédient de décision. Si j'ai réussi à l'enflammer, je me dis ok, là, je suis très fort, quoi. Genre, donc en gros, elle te rend meilleur parce que elle me connaît. Elle te connaît, elle met les choses en place, quoi. Elle sait que je veux mettre un truc en place, que je vais pas le tenir dans le temps, admettons. Ok. Il y a qu'elle qui peut le savoir, ça. D'accord. Que j'aurai pas la rigueur sur ce truc-là parce qu'elle sait que ça va me gonfler. D'accord. Et j'avais pris des gens en consulting, consulting one-one, suivi, etc. Elle m'a dit ça va te gonfler très vite. Elle avait raison. Ou alors, j'ai dit aussi, ce projet, je le fais pas. Elle me dit, t'as tort, ça fait trop longtemps que t'en rêves. Ce truc-là, enfin, c'est là où elle va m'amener de la justesse. D'accord. Mais elle va chercher l'incohérence. Ouais, exactement. Et elle va t'aider à t'aligner, quoi. Exactement. Et est-ce que vos discussions, vous les avez, les discussions business, vous les avez dans un cadre, genre on a une réunion toutes les semaines, ou est-ce que vous les avez le soir dans le lit en train de débriefer? Non, interdit. C'est induit, mais on ne parle jamais de taf. Ah ouais? Ouais, à la maison. Alors, moi, je bosse à la maison, mais on parle jamais de taf dans la vie privée. Et on parle jamais de la vie privée pendant le taf. Et ça s'est fait naturellement ou c'est une règle à un moment On a quasiment toujours bossé ensemble. D'accord. Et donc, ça a toujours été comme ça. D'accord. Et par exemple, un truc qu'elle déteste, donc on vit à Bordeaux, de temps en temps, on va à Paris. Ouais. Et j'en profite souvent pour faire un déj ou un truc comme ça. Ça m'évite de retourner à Paris pour faire un déj de boulot, quoi. Ouais. Ça déteste. Même si c'est un déj en commun, parce que ça peut être un de nos partenaires, ça peut être un... tu dis quand vous allez à Paris en mode ouais, en mode on va kiffer. Et oui, toi tu vas optimiser ton week-end amoureux pour faire un... et ça, tu as mais ça, elle a raison, parce que du coup, ça empiète. Mais bon, je me dis, vaut mieux ça que si je partais 24 heures. Oui, je vois. Donc en fait, ça, par exemple, tu vois, elle déteste. Mais bon, elle gère le truc. Mais... non, en fait, c'est cette rationalité qu'elle apporte vraiment. Mais ça veut dire que dans la journée, vous êtes quasiment dans le même bureau, quoi. Donc vous parlez beaucoup ensemble. On a une maison, on a acheté à la campagne, et donc du coup, moi, j'ai mon étage, et elle est en dessous. Et là, elle vient d'acheter un bureau. Okay. Et donc du coup, elle va même plus être dans la même commune, elle va être juste à côté de l'école donc du coup, vous devez vous caler des... Il y a un Calendly. Si on se prend un rendez-vous, on se prend un rendez-vous sur Calendly. On n'a même pas de weekly, etc. Ça on ne fait pas. Mais ouais, on se met des Calendly, on se parle sur Slack. Et sur WhatsApp, on parle des courses à les récupérer ou de l'argent qu'il faut donner pour la kermesse des gamins, quoi. Tu vois, moi, c'est tout l'inverse. Moi, c'est une souffrance quand je rentre le soir. Alors, on s'est un peu vu dans la journée, mais j'ai envie de lui débriefer. Et il y a les enfants. Et on est là, tu vois, on se regarde dans les yeux, on a chacun envie de se raconter la journée. Et tu sais, il y a 30 minutes qui passent, 1 heure. Tu sais que tu peux pas parler parce que les enfants sont là et tout. Et je me souviens, il y a 2-3 jours, on rentre, on avait un truc à se dire et tout. On fait manger les enfants et tout. Puis à un moment, ok, ils sont nourris, ils sont repus, on les met à jouer. On se dit, les enfants, nous, on va sur la terrasse. On commence à discuter, les enfants qui tapent à la vitre. Ouais, papa et tout. Mais nous, moi, j'ai trop besoin de lui raconter tout. Et on a... Alors, j'ai beaucoup de mal parce que c'est pas vraiment une règle. Mais en même temps, nous, on peut parler jusqu'à 2 h du matin. Moi, j'ai l'impression de... En tout cas, en termes de business, d'avoir ma meilleure amie. On va parler jusqu'à super tard. Mais t'en penses quoi? Parfois, même, ça se transforme en réunion. Je pense pas que ce soit... Je sais pas si c'est sain ou pas. Mais en tout cas, c'est un énorme kiff. T'es heureux en ménage, je le sais. Donc, ça doit être ça. Tu vois. Par contre, c'est vrai que elle aimerait bien ce côté-là. On a commencé à se dire, OK, tous les lundis à midi, on mange ensemble. Et on suit plein de questions. Comme ça, on avance, tu vois. On va voir si ça va tenir. Mais parfois, elle me dit, ouais, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec toi sur ça, sur ça. J'avoue que moi, psychologiquement, prendre rendez-vous via un calendrier avec ma femme, je sais pas, ça me perturbe. Mais après, En fait, moi, je pense, en plus, la nana... Alors, on va faire un truc de vraiment de gros masculin, mais on va gros macho. Mais pour moi, la nana, ça doit être... en plus de ça, elles ont le rôle de nos associés, mais ça doit être un peu nos darons, c'est un peu nos mamans. Ouais. C'est nos meufs, avec le côté charnel du truc. C'est aussi nos meilleurs amis, c'est censé être ça.
y a ce côté-là. Et en plus, si c'est nos associés, moi, je pense que c'est juste un truc de schizophrène. Moi, je vois ça vraiment comme un truc de schizo, tu vois. Et moi, ça me va bien. Ouais. Ça me va bien comme ça. Et après, il y a un truc, vous partagez la vision de la boîte. Ouais. C'est ça? Ouais. Nous, c'est pas vraiment le cas. D'accord. Je suis plus la vision, elle est plus l'intégration. Et ça nous convient bien comme ça. C'est que c'est une super opératrice. Et moi, je vais plutôt renifler ce qu'il faudrait qu'on fasse, quoi. Et donc, moi, je pense que là-dessus, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est moi qui vais avoir les idées et elle est très dans l'opérationnel et tout ça. Okay. Mais c'est comme si moi, je peux pas m'empêcher de parler de la vision avec elle et j'ai envie de l'embarquer. Je pense que j'ai trop besoin de parler de ces sujets-là. Moi, je suis genre, elle est le genre de profil, elle se met devant un ordi et ses pensées, elle a besoin de les mettre au clair. Ouais, je vois. Moi, j'ai besoin de parler pour les processer, tu vois. Ouais, c'est... Je pense qu'aussi, depuis le début dans notre couple, avant qu'on soit ensemble, on a été amis pendant 4 ans. Ouais. Et on faisait déjà plein de projets ensemble. Donc, on avait déjà... On a toujours fonctionné comme ça. Et nous, notre défi, à terme, quand on a commencé à faire des thérapies, alors à la fois pour gérer des problèmes, mais parfois, on a fait des thérapies juste pour aller mieux, tu vois, pour mieux communiquer ou quoi. Et un sujet qui remontait, c'est en gros, on avait beaucoup construit sur les projets, d'où le fait que le soir, on va parler beaucoup, tout le temps de nos projets, mais on a peu travaillé sur le fun, le fait de kiffer ensemble. Tu vois, genre, souvent, Hélène me disait, mais quand on faisait une balade, mais arrête. Genre, je lui dis, je te saoule là. Je dis, ouais, je sais pas, on pourrait parler d'autre chose, tu vois. Et là, on a dû travailler sur recréer cette amitié non intéressée, tu vois, genre non business. Ouais, je vois clairement. Et c'était assez marrant parce que le défi qui nous avait été donné par ce couple de thérapeutes était trop drôle. C'est que, alors la théorie était intéressante. Il disait que, en gros, quand tu te rencontres, tu vas développer certaines connexions. À partir du moment où le sexe intervient, ça fige ce que tu as créé. Ok. D'une certaine Une sorte manière. de backup, quoi. Ça backup. Ouais, en fait, c'est que si, imaginons, dès le début, tu pars sur le sexe, en fait, ça va être tout de suite une relation charnelle. Donc, tu peux le trahir plus tard, mais dans ton mécanisme, en fait, tu vas avoir un biais, parce qu'il y a une connexion qui se crée. Donc, nous, par exemple, on a été très projet. Nous, on était à l'ancienne, hein, puritain, on a attendu, on s'est mariés, et voilà, on a fait les choses bien, tu vois. Mais on est resté là-dessus. Puis à un moment, Hélène disait, moi, il m'a manqué un peu la romance, il m'a manqué... parce que comme on se connaissait depuis des années, quand on a commencé à dater, genre 8 mois après, on était mariés, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, le défi qu'ils nous avaient donné, c'était marrant, c'est pendant une semaine, pas de sexe, et vous faites chambre à part comme si vous étiez en train de redater, et vous mettez ce piment là. C'était trop drôle. Trop bien. Ok. Trop marrant. Et du coup, moi, je m'y attendais pas, mais c'est vrai que ça... Tu vois, t'organises une petite date, tu fais un petit truc, tu essayes de la reséduire. Et c'est comme si ça a ouvert une nouvelle brèche dans la relation. Du coup, moi, ma question pour toi, c'est ce côté associé avec ta femme. Est-ce que c'était dès le début, quand vous êtes rencontrés, tu savais, genre, elle, genre, binôme parfait pour le business, ou ça s'est fait plus tard? Alors, pour le coup, j'en ai jamais parlé. Mais quand on s'est rencontrés, c'est à la période où j'ai fermé ma première boîte. Ok. Et du coup, on s'est rencontrés. Je passais d'une boîte qui cartonnait à plus de business. Alors pour le coup, c'est juste parce que le business en question s'est arrêté. Ok. Et c'était un business dans les micro-paiements. Et donc, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et en fait, il y avait ce côté où il y avait tout à reconstruire. Mais c'était genre quelqu'un que tu avais recruté ou c'était juste un contact non, on s'est rencontrés une soirée. Pas dans le business, dans le cadre du pas business. du tout. Mais c'est tombé à ce moment où moi, mon business s'arrêtait. Et en fait, j'ai tout reconstruit avec elle, en fait. Ok. Donc, en fait, elle m'a connu au creux de la vague, en fait. Mais est-ce qu'elle a reconstruit avec toi en étant ta chérie ou En fait, on était H24 ensemble. Ok, mais ça a commencé par tiens, tu veux venir m'aider, je lance un nouveau truc, ou c'est genre vous datez, vous parlez business et puis ça se fait naturellement? Non, en fait, on se rencontre. Moi, ma boîte s'arrête. Je savais que ça s'arrêtait, etc. Je reprends un peu de mission de conseil, etc. Et elle est embauchée en Irlande chez Apple. Ok. Et en fait, elle part en Irlande
Et au bout de 15 jours, je dis vas-y, en fait, j'ai absolument rien de sécure à te proposer. Mais en gros, reviens quoi. Enfin, reviens. Et elle est revenue. Et, Waouh. et donc, du coup, elle a lâché son job en Irlande et elle est revenue. Et puis, elle m'a suivi dans mes prestations de conseil. Ouais. Elle a fait de la gestion de projet, ce qu'elle faisait chez Apple. Et ensuite, après, j'ai remonté ma muse, la fameuse, dont on parlait tout à l'heure. Elle a fait le service client de ce truc-là. Ok. Puis ensuite, on a monté une agence. Ouais. Elle a fait la gestion de projet de cette agence-là. Ouais. Cette agence s'est transformée en organisme de formation. Ouais. Elle est devenue présidente de l'organisme de formation. Et D'accord. puis, ça s'est fait comme ça. Mais en fait, on a tout reconstruit ensemble. C'est vraiment... moi, hormis un peu de patrimoine immobilier, j'avais plus rien au moment où je la rencontre. Enfin, j'avais plus de business. Mais c'est bon signe, ça. Ouais, c'est trop bien. Franchement, je pense qu'en termes de sécurité pour toi intérieure, dans la qualité de l'amour, Ouais, de ouf. enfin, tu vois, moi, je pense que rencontrer quelqu'un alors que tu es riche, ou en tout cas que tu t'en sors très bien, ça va être très dur intérieurement. Parce que tu dis, est-ce qu'elle est vraiment là pour ça? Ouais, c'est sûr, ça c'est clair. Mais à côté de ça, j'étais serein. En fait, tu Oui, parlais mais tout à toi, l'heure- tu l'as vu à un moment où tu Ouais. n'étais pas au meilleur. Donc, justement, tu sais qu'elle n'était pas là parce que tu étais au top. Au contraire, c'est un moment où tu étais plus fragile. Donc, en fait, c'est hyper encourageant. Ouais, ce qui est paradoxal, c'est que sur le plan matériel, j'étais fragile, mais vraiment, j'étais ultra confiant. Et je pense que c'est ça je pense que c'est ça qui l'a embarqué. Le côté. Mais il y avait plein de trucs incohérents, tu vois, genre j'avais une grosse voiture à l'époque. Ouais. Et juste à côté, tu sais, juste Ouais. le mitoyen de ton bureau, on avait Ouais. des bureaux ici. Ouais. Et en fait, du coup, j'avais lâché mon appart à Bordeaux. Il fallait que tous les soirs qu'on fasse 1 heure de route pour retourner dans la maison familiale qui, Ouais. elle, là-bas, n'avait pas de chauffage. Ok. Et donc, on a été dans une grosse voiture pour être dans une baraque sans chauffage. Ça n'a absolument aucun sens, tu vois. Et donc, il y avait des côtés vraiment de dèche et des côtés où, en fait, j'avais quand même bien bossé les années d'avant. Et donc, il y avait ce truc-là aussi. Mais pas de revenus. En fait, il y avait tout à reconstruire. Donc, ça, c'était absolument trop bien. C'est génial. Et surtout, ce qui est hyper sain, c'est son rapport à l'argent. Ok. Et donc, là-dessus aussi, elle m'apporte beaucoup. Ok. C'est le côté où, en fait, dans tous les cas, on va se débrouiller, quoi. Ok. Parce que moi, j'ai moins comme Ouais. réflexe. Bah, dû à ton histoire, ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Et tu as eu des enfants aussi jeunes, Ouais, par rapport en tout cas au code actuel. Tu avais quel âge quand tu les as eu? 24 ans le premier. 24 ans. J'étais pas encore avec elle. J'ai eu mon Ouais. enfant avant d'être avec elle. Ah ouais, tu l'as eu encore plus jeune que moi. Moi, j'ai eu à 25, donc Ok. 24. Et du coup, en quoi le fait d'avoir des enfants jeunes t'ont boosté dans ton entrepreneuriat? Ou au Ou contraire, pas. c'est peut-être une difficulté? Ouais. En fait, entreprendre, c'était une évidence. Ouais. Et avoir des gosses, c'était une évidence. Ok. Donc, en Donc, fait, il n'y avait pas le choix. non. En fait, non, je pense que d'avoir ma deuxième, Ouais. du coup, avec Alice, mon épouse, ça m'a reconnecté à ma foi. Ok. Non, ça m'a connecté à ma foi plutôt. En Ouais. fait, ça m'a reconnecté à mon éducation plutôt. Ok. Mais sinon, quand j'ai eu le premier, Titouan, j'ai pas eu ce déclic. Pour moi, c'était une évidence. Ok. Et pourtant, j'étais très jeune, hein, 24 ans et un mois. Donc, Mhm. mais j'ai pas eu ce truc où en mode il faut que je le fasse bouffer, ou alors c'est le plus bourgeois de ma vie, ou je sais pas. Tous ces mots-là qui sont des super mots, moi, je les ai pas eu. Ok. J'ai juste eu, je dis, ok, bah, on est ensemble, quoi. Ça y est, c'est évident, t'es enfin là, quoi. Donc ça t'a pas mis un coup de pression encore plus déjà que tu disais que tu avais une tension. Là, ça n'a pas Non. augmenté. Non. Non, du tout. Non, ça a été, c'était assez évident. Ok. Et ça a été ultra. Puis même, j'étais tellement. La grossesse était compliquée. Ok. En gros, la maman de Titon, elle était enceinte pendant presque 1 an parce qu'en final, elle a fait des fausses couches, des machins, Ah un ouais. truc. Et donc, c'est un bébé qui a vraiment été attendu. Ah ouais. Et donc, à ce moment-là, il y a que ça qui comptait, quoi. C'est la santé, instant présent et tout. D'ailleurs, c'est ça que je trouve génial avec le fait d'avoir des gosses, c'est que vraiment, ça connecte à l'instant présent. Moi, ça me crée pas d'angoisse supplémentaire. Ce qui est un peu paradoxal avec ma façon de fonctionner d'habitude. Et peut-être que toi, ayant, comment dire, avec tes parents, de ce que tu me racontais, ils ont eu leur galère, mais toi, ça s'est toujours bien passé. Ouais, parce que moi, je les ai jamais ressentis. Ouais. Donc, J'ai jamais du coup, ressenti le truc. du coup, toi, tu n'as pas stressé en tant qu'enfant dans ce rôle d'enfant. Peut-être que tu t'es Peut-être. apaisé là-dessus. Ouais, peut-être. Mais j'ai pas eu, ça n'a pas été le moteur, ça n'a pas été l'angoisse. Ça a juste été normal, une évidence. Ça déroule le plan, quoi. Et est-ce que dans ce besoin d'avoir des revenus passifs, des muses et tout ça, c'est aussi un de tes moteurs dans l'idée d'avoir du temps pour eux, du temps pour aller les chercher? Parce que tu dis le mercredi, tu peux pas travailler, tu dis ça, mais pour 99% des gens, en fait, ils trouvent une solution. Ouais, bien La sûr. mamie ou je sais pas quoi. Ouais. Si tu n'avais pas le choix,
tu trouveras un moyen de bosser le mercredi. Ouais. Mais c'est que c'est toi qui as décidé que c'était Ouais, une bien sûr, priorité. évidemment. Ouais. Est-ce que, ouais, donc d'une certaine manière, moi, en fait, que je vois pour ma part, les enfants, c'est quand même un énorme moteur à pas laisser le travail prendre trop de place. Ouais, c'est En un fait, cadre. comme j'ai envie d'être avec eux, en fait, je suis obligé d'être encore plus efficace. Et en même temps, c'est une forme de pression. Moi je le vis. En tout cas, j'ai une genre de, je sais pas d'où ça me vient, mais une genre de culpabilité. J'ai jamais l'impression d'en faire assez avec mes enfants. Donc du coup, ça me met une pression encore plus forte au travail, parce que je me dis, il faut que je sois encore plus efficace, il faut que je sois encore plus. Donc, je pense pas que c'est un bon mindset. Il faut que je décortique ça. Mais j'ai plusieurs papas entrepreneurs avec qui j'ai parlé, ils le voient comme un moteur. C'est-à-dire de se dire, je vais me battre pour ma famille. Et d'ailleurs, en préparant cette chaîne, je suis tombé sur pas mal d'articles, dont une recherche, je crois que c'est l'Université de Columbia qui a fait ça, sur le lien entre les revenus et le statut marital. Et les hommes mariés avec des enfants ont des meilleurs revenus que les autres. Et il y a une différente analyse, mais une des analyses, c'est ça, c'est que d'un coup, tu gagnes plus l'argent pour toi, tu gagnes pour la famille. Donc quand tu vas, que tu sois salarié ou entrepreneur, quand tu vas négocier ou quand tu te prends un gros ticket dans l'entreprise, tu te dis, en fait, c'est pas pour moi, c'est pour la famille. Et puis, quand il faut avaler un peu un lot de merde, tu dis, bon, ben, en fait, je vais le faire. Parce que sinon, en fait, quel exemple je donne? Donc, ouais, je pense que les enfants, et c'est ça que je trouve un peu triste aujourd'hui, où en fait, on a un taux de fécondité qui est en énorme baisse. Et puis, de plus en plus, avec toute cette génération d'entrepreneurs, toi, tu es plus connecté aux entrepreneurs qui se lancent, mais j'ai l'impression que peu envisagent un enfant avant de se dire, c'est bon, je suis stable, je suis en place. Ouais. Mais par rapport à ce que tu dis là sur le niveau de revenu par rapport à la stabilité, j'ai pas mal bossé sur les objectifs, atteindre ces objectifs, critères de succès, etc. C'est un truc sur lequel j'ai pas mal planché. Et en fait, quel est l'ennemi de nos objectifs? C'est le fait en fait que très souvent dans nos business, dans nos vies, on recommence à zéro. Ok. C'est en fait, on repasse souvent par la case départ. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est ça qui, sur l'objectif long terme, nous nuit. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu plusieurs business qui ont fait 1 million la première année. Ouais. Mais j'en ai jamais eu un qui a fait, qui a fait plus de 5 la première année. Pourtant, j'en ai eu 5 qui ont fait 1 million. Ah, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas l'intérêt, j'ai pas le truc composé. Et ce qui est vachement bien quand tu es daron, c'est qu'en fait, tu peux pas te permettre de repasser par la case départ. Donc, je pense que c'est ça. C'est que c'est vrai. Et moi, en tout cas, j'imagine que c'est ça. Moi, je prends beaucoup moins maintenant j'en bois moins, je balaye pas tout de la main comme j'ai pu le faire. Ouais. J'avais mon actionnaire et mentor qui me disait toujours, David, attention avec ton profil, tu vas construire un mur et tu vas le détruire pour en construire un nouveau. Elle avait 50 ans de business derrière elle et des centaines de millions générés. Elle me disait, il faut que tu construises un mur, tu n'as pas le droit d'en construire un, tu dois le construire par-dessus. C'est toujours ça. Ouais. Et ça m'a beaucoup resté, parce que cette tentation de dire, ok, je relance tout, ok, c'est nul, je passe de zéro. Elle dit, non, il faut construire par-dessus. Ouais. Et c'est vrai que quand tu penses à la famille, la crainte qu'on parlait au début de se lancer, en fait, c'est quand même un gros frein. En fait, tu réfléchis à 10 fois avant de faire, ok, j'efface et je recommence. Parce que tu dis, il y a une énorme pression derrière. Ouais, et du coup, par rapport à ma question, toi, tu es bien connecté dans le monde de l'entrepreneuriat, tu accompagnes beaucoup. Moi, les quelques-uns autour de moi qui se lancent, peu veulent des enfants, ou ils en veulent plus tard. On voit aussi dans les recherches une forme de éco-anxiété sur l'avenir. Enfin, c'est en croissance. Et tu as l'impression de te dire, il n'y aura plus de gamins, quoi. Les seuls qui vont faire des gamins, ça va être quoi? Ça va être catholiques, les musulmans, les juifs, donc les religieux, puis peut-être d'autres. Toi, tu auras envie d'encourager les jeunes qui se lancent à dire à penser au pays et penser aussi à vous. En fait, moi, je veux donner de leçons à personne. Mais par contre, ouais, ce truc-là, tu vois, le truc de l'éco-responsabilité, le fait de ne pas avoir des gosses, etc. Si on fait des gosses intelligents, ça fera autant de gens qui vont réfléchir au fait de faire des choses bien pour l'écologie et la planète. C'est vrai. En fait, on a un vrai sujet, de société, le fait de ne pas faire des gosses. Le fait même de se détester homme-femme, ça y est, Arkham, voilà. C'est un vaste sujet épineux, et puis en plus de ça, c'est un des sujets qui est le plus vite snipé sur les réseaux, donc on va pas rentrer là-dedans, mais on a un vrai sujet là-dessus. Je crois que c'est Elon Musk. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo
qui sort de nulle part. Je sais pas, ça a été filmé. Il est en Italie dans une genre de conférence et il parle justement du taux de natalité. Et en gros, je sais plus, l'ordre d'idée, c'est dans une génération ou quoi. En fait, l'Occident, il va être dans la merde, quoi, parce qu'il n'y a plus assez de gamins. Et on parle pas à 200 ans, là, on parle, je crois, à 40 ans, 50 ans. Et avec son cerveau à lui, il voit ça de manière mathématique. Mais il dit, mais en gros, c'est un vrai problème. Et je pense qu'en effet, déjà, nous, on en a fait moins que nos parents. Nos parents en ont fait moins. Et là, il y en a, l'étape, c'est plus du tout. Donc, pour moi, en fait, pour moi, là où c'est un sujet par rapport à l'entrepreneuriat, déjà, c'est un sujet qui me passionne. Et pourquoi j'en parle et j'ai envie d'être un peu un encourageur sur ce sujet-là, montrer des bons exemples comme toi, c'est que je pense que pour un certain nombre, le côté évidence que tu as eu et que j'ai eu, je vais faire des gamins, il n'y a pas de doute à ça. Il n'y a pas de bon moment. Mon père, il me disait, il n'y a jamais de bon moment pour faire un enfant. C'est clair. Donc, en fait, autant y aller. Il n'y a pas de mauvais. Ouais, c'est ça. Par extension, s'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, c'est une évidence. Je pense qu'il y en a. Cette dimension-là existe de moins en moins. Mais je pense que beaucoup aimeraient des enfants, mais se disent, il faut que tout soit prêt, il faut que mon entreprise soit lancée et tout ça. Et moi, j'ai envie d'encourager, de dire c'est possible. Que ça peut même être un moteur et que ça peut faire sortir le meilleur de toi-même, même le fait d'avoir un enfant, ça peut réveiller quelque chose. C'est clair, mais je dirais rien que l'idée de tout vouloir prévoir, c'est complètement illusoire. C'est quand tu fais du code, tu sais, on fait des conditions. Donc, if, s'il y a ça, il se passe ça dans mon code. S'il y a ça, il se passe ça dans mon code. Et pour tout le reste, il se passera ça. Mais en fait, c'est donc ce qu'on appelle le else quand on code. C'est ce truc-là qu'il faut travailler. C'est en gros comment je peux être bien équipé pour tous les trucs que je ne peux pas anticiper. Et donc, comment je peux être sécure. Donc, avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique, essayer d'être le plus heureux le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Et puis après, c'est tout. Après, capter les signaux. Dans tous les cas, c'est impossible de tout prévoir. C'est comme les gens qui mettent trop de temps à lancer leur projet sur le marché. Là, si on repart sur un truc plutôt entrepreneurial, la façon dont le marché va s'approprier le projet, c'est impossible de le prédire. N'importe quel gourou sur Internet, n'importe quel formateur, et je forme des gens, donc voilà, mais je n'ai pas la baguette magique. C'est juste comment on fait en sorte d'être ultra réactif, piger, capter tous les signaux qui s'offrent à nous, être cohérent avec ce qui nous arrive. Et en fait, tout prévoir, c'est absolument impossible. Ça se trouve, j'ai la vie parfaite. J'ai bossé mon projet pendant 15 ans. J'ai 1 million sur les comptes. J'ai fait de l'immobilier. J'ai une boîte de dingue qui est hyper bien déléguée. J'ai une nana qui est absolument incroyable. J'ai une santé de fou. Et je décide de faire un gosse. Bim, cancer de je sais pas quoi. T'imagines ? Enfin voilà, je dis un truc qui est grotesque. Mais en fait, ça arrive en fait. Ça arrive. Et donc... C'est pour ça que ça, c'est un truc classique qu'on dit en dev perso. Mais moi, j'y crois beaucoup. Et c'est... La seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est l'intérieur, à moins d'être flingué du cerveau et de devenir un légume. Mais ton être intérieur, tout ce que tu as appris, ta formation personnelle, ça, tu peux perdre beaucoup de choses. Ça te restera. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a une dimension de formation de soi-même. En fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu apprends tellement de choses. Et tu apprends à vendre, tu apprends à manager, tu apprends à gérer de l'argent. Et tout ça, c'est des compétences aussi que tu embarques personnellement. Et même si le projet ne marche pas, tu as énormément grandi. Et moi, quand je regarde les 15 dernières années, ça va faire bientôt, cette année, ça fera 15 ans qu'on est marié avec Hélène, on a énormément investi d'argent dans notre formation. Et tu vois, on est propriétaire depuis 1 an. Donc, en gros, tout l'argent que j'aurais pu mettre dans l'immobilier, je l'ai mis dans du coaching, de la thérapie, des masterminds, des ci, des ça. Parce que je me suis toujours dit, ça, c'est le seul truc. Si mon business, il part, si je perds de l'argent, je me fais pirater. J'ai dernièrement un ami qui s'est fait pirater, il a perdu beaucoup d'argent, tu vois. Donc, l'argent, il peut partir comme ça. Par contre, les connaissances, elles partent pas. J'avais un client qui me disait, je crois que c'est le premier que j'ai rencontré, qui était multimillionnaire. Et dans leur parcours, ils avaient perdu, je crois, 3 fois leur million. Et il disait, par contre, on sait comment faire. Et ça, cette compétence, elle vaut de l'or, quoi. Ouais. Moi, j'ai besoin de me le reprouver l'an dernier. Ok. Du coup, j'ai environ 30 collaborateurs. Et j'ai une boîte bien structurée, etc. Ça roule. Ouais.
Et en fait, j'avais l'angoisse de ne pas pouvoir refaire un truc aussi bien. Ok. Et du coup, je me suis monté mon solo business à l'intérieur de ma boîte. Ah ouais. Alors, évidemment, avec toujours le même niveau de revenu, Mhm. etc. Mais moi, mon niveau de revenu, il n'a pas changé depuis beaucoup de temps. Ok. Ça fait très longtemps qu'il est le même. Et donc, ça, dans tous les cas, c'est une constante. Mais j'ai relancé un business pour me prouver que j'étais capable de le faire à Ok. ce point-là. Et c'était Et- quoi comme business? C'était le mastermind. D'accord. Le fait de dire, OK, on a l'incubateur qui aide les gens à se lancer. Ouais. On accompagne des gens, on accompagne beaucoup de gens à se lancer, à aller go to market, cette Mhm. phase-là qui est une phase cruciale. Et puis, je vais lancer une extension de ça. C'est les entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui ont besoin Mhm. d'aller plus loin. Ouais. En fait, je vais les accompagner, je vais lancer un autre truc. Et en fait, le grand écart entre ces deux produits il est tellement grand, Mhm. parce qu'en fait, réellement, il va se passer 5 ans entre les gens qui sont dans l'incubateur, Ouais. qui vont avoir du succès et qui seront éligibles au mastermind. Donc, clairement, Même 5 ans, aujourd'hui, c'est rapide. ouais, 5 ans, c'est vraiment si ça va vite. Et donc, aujourd'hui, il y a un grand écart qui est total. Donc, je ne profite pas des assets Mhm. que j'ai constitués avec l'incubateur pour lancer le mastermind. Et j'ai relancé ce business-là tout seul, malgré les 30 collaborateurs, sans assistance, Ah ouais. etc. Donc, ça veut dire il a fallu faire des choses que je faisais plus depuis un petit moment, notamment de la vente, de la gestion, etc. Et ça a fonctionné. Donc, Trop bien. et donc ça a calmé une angoisse de justement, et si tout s'arrête. Wow. Donc voilà, mais comme tu disais, le savoir, c'est hyper important. Et même, il faut capitaliser sur les erreurs. Mhm. Je me suis planté 2 ou 3 fois sur des projets entrepreneuriaux. Bah, en fait, c'est une super chance pour la suite, quoi. Ah ouais, ouais. C'est Surtout que ouais, quand on n'est pas très scolaire, on apprend beaucoup plus de nos erreurs en fin de compte que d'un livre. ouais, clairement. Il y a une phrase que je pense que je vais citer à chaque interview, c'est l'homme stupide fait une erreur et le reproduit, l'homme intelligent fait une erreur et ajuste, et l'homme sage apprend de l'erreur de l'autre. Donc, on a tous envie d'apprendre des erreurs de l'autre. Moi, je pense que je suis plutôt dans la catégorie, en tout cas dans certains domaines, intelligent. J'apprends de mes erreurs. J'essaye d'apprendre des erreurs des autres. Mais en effet, les erreurs, c'est là où... En fait, surtout, en plus, quand ça t'a coûté cher, émotionnellement ou financièrement, il y a comme tu vois, genre une emprise en toi qui fait que tu peux pas l'oublier, quoi. Et sur ta citation, là, on pourrait peut-être rajouter une extension, un quatrième. C'est l'homme extrêmement bête croit qu'il faut copier celui qui a réussi pour obtenir le même résultat, tu vois. Ouais, c'est En mode vrai. biais du survivant, tu vois. Hmm. Et ça, le problème aussi de tous les contenus en ligne. Ouais. Et j'anime un podcast, donc je sais qu'on peut vite tomber dans le truc. C'est quoi ta recette pour Hmm. Mais en fait, je pense que notre rôle, quand on fait du contenu, c'est pas de dire comment ça marche d'une manière universelle, parce qu'on oublie le contexte. C'est de dire, OK, quelles sont les erreurs universelles, quoi. Hmm. C'est Et en même temps, tu as des erreurs. Oui, il y a des erreurs universelles, puis il y a des erreurs pour l'un qui ne le sont pas forcément pour l'autre. Non, mais moi, tous les Ouais. trous dans lesquels j'ai mis le pied, ça a été des trous que j'aurais pu anticiper. Ouais, c'est Par vrai. contre, les trucs qui ont fonctionné, c'est des trucs que j'aurais jamais pu imaginer. C'est vrai que, d'ailleurs, ça serait une bonne question pour toi. Dans tout ce monde du contenu sur l'entrepreneuriat, c'est presque devenu du divertissement en fin de compte. Hein. Parce que quand tu vois certains scores, tu dis il n'y a pas autant d'entrepreneurs que de gens qui regardent. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça devient comme une catégorie de divertissement, comme regarder de la cuisine ou un truc sur Netflix. Tu regardes de l'entrepreneuriat. Ça s'est accéléré, ça fait que de s'accélérer. Quel regard, toi, tu portes sur... J'imagine ton fil, il doit être blindé de vidéos, de Alors, je me suis formations. désabonné de pas mal de trucs Ah ouais parce que justement, ça me gonflait. Ouais, il y a une hype de dingue. Je trouve aussi qu'il y a de plus en plus de passages à l'action. Ça, par Ok. contre, j'ai l'impression, alors j'ai peut-être un biais aussi parce que dans mon entourage, j'ai l'impression que les gens, quand ils viennent, c'est souvent qu'ils sont, Ouais. ils sont déjà en bout de fenêtre et qui vont passer à l'action. Ouais, il y a de plus en plus de contenu. Ce qui me dérange un peu, c'est ce côté recette magique. Ok. Ça, c'est vraiment un truc que je veux. Enfin, moi, je me bats contre ça. Mhm. Et d'ailleurs, moi, dans mes programmes, il n'y a pas de recette magique. Il y a juste des frameworks, des modèles de pensée Ouais. qui nous permettent en fait de réellement réussir et de Mhm. réussir sur le long terme. Parce que appliquer un funnel pour appliquer une stratégie pour se lancer, c'est bien, mais très rapidement, il faut se l'approprier, quoi. Mhm. Donc ouais, non, ça, je pense que la recette magique, il y en a beaucoup trop. Ouais. Là, la semaine prochaine, il y a qui veut être mon associé qui redémarre. Ouais. Hier soir, j'ai discuté justement avec l'équipe d'Anthony Bourbon. Et donc, il redémarre. Je pense que c'est un truc qui fait du bien, mais qui romance un petit peu trop l'entrepreneuriat. Et tous les films, après, tous les films, tous les reportages type Netflix ou, voilà, ou grosse prod caricaturent en mal aussi l'entrepreneuriat. Donc,
Tu vois quand même bien les galères. Hein. Quand tu suis des biopics, je sais pas, de Spotify Ouais. ou tout ça, tu vois que les gars, ils prennent cher quand même. Ouais, non, mais c'est Mais ça justement ça. romance le truc, mais tu te rends compte que c'est quand même pas pour tout le monde. Hein. Mais si tu regardes les films de manière générale qui parlent d'entrepreneuriat, l'entrepreneur, 9 fois sur 10, c'est un enfoiré. Ouais, c'est vrai. 9 fois sur 10, c'est un enfoiré. Tu regardes un truc, par exemple, le truc sur McDo, dont j'ai oublié le nom. Ouais. Le en fait, founder. Ouais, The Founder. En fait, tu dis, ouais, c'est plutôt cool et tout. Mais il passe quand même pour un enfoiré. C'est vrai que moi, en tant qu'entrepreneur, je me dis toujours c'est plus compliqué. Genre, ils nous ont pas tout dit. Ouais. Mais je pense qu'en effet, peut-être le gars qui connaît pas les coulisses d'une entreprise se dit quel enfoiré. Mais t'es pas obligé d'être véreux pour gagner de l'argent, en fait. Je suis même pas sûr qu'il l'était. Non, mais Mais de manière générale, tu vois, dans l'imaginaire collectif, tu vois, on a une haine de la réussite, tu vois. Alors ça, c'est très français, mais... Et en même temps, tu vois, là, Tapi, la série, Ouais. tu l'as regardé? Ouais, j'ai vu. Et hier soir, j'ai écouté une interview de son fils, justement, qui commentait ça. Ok. Et toi, t'en as pensé quoi? Moi, je pense que c'est une daube intersidérale. Pourquoi? Parce que déjà, tous les gros sujets sont pas traités. Ok. Comme On quoi? parle pas de l'OM, vraiment de l'OM. Ok. On parle pas d'Adidas. Ok. En fait, à un moment, nouvel épisode, bim, il vient de racheter Adidas. Ok. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, etc. On comprend rien à l'arbitrage. Ouais. Donc vraiment, ce qui est intéressant, Mhm. c'est... Mais toi, c'est parce que tu voulais te rapprocher plus, mais ça t'a pas inspiré? Ah si, moi, je suis un énorme fan de tapis. Ok. Et d'ailleurs, tout à l'heure, avant de démarrer, on parlait justement du fait d'avoir des idées, d'avoir une opinion politique et d'en parler ou pas dans nos contenus. Ouais. Lui, je pense que... je sais pas, je pense. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand il a commencé à se politiser, c'est là où il a tout perdu. Ouais. Et donc ça, je pense qu'il y a un enseignement à avoir derrière ça. Après, il y a une chose d'avoir des avis, c'est lui, il est passé à l'action. C'est quand même il y a un autre cap, c'est que d'un coup, évidemment, tu deviens une vraie cible. ça dépend où tu mets le curseur, mais il faisait tout. De toute façon, il faisait tout au maximum. Lui, il faisait rien de moitié. Donc ouais, non, si inspiré. C'est pas la série qui m'a inspiré, c'est juste Tapi de manière générale, il est hyper inspirant. Oui. C'est un prolo qu'il a toujours assumé. Il a dit que c'était ça. Il y avait une haine de classe, ou je sais plus comment on dit, mais en fait non, au contraire, c'est ce qui je pense que ça a été son truc plus quoi. Ça a été son unfair advantage dans ce monde où en fait t'avais quand même l'ascenseur social à cette époque-là était quand même bien bloqué quoi. Et lui c'était un des premiers à dire je viens de rien et je réussis partout quoi. Et toi, ça t'a... Parce que je repense, depuis que c'est sorti, j'ai plusieurs amis qui me disent « Ouais, je vais faire un tapis là, où ce projet, on fait du tapis. » Et donc, cette phrase, elle commence à revenir. Toi, est-ce que ça t'a parlé sur ce côté all-in, je vais à 2000%, presque un peu fake it until you make it? Et lui, c'était vraiment le premier à le faire, quoi. Genre, toi, ça t'a parlé? Non, sur le côté audacieux de Tapi, et c'est ce que la série met le mieux en avant, j'ai l'impression, c'est cette audace. Ouais. À pouvoir aller pouvoir motiver un mec qui est complètement réfractaire à un sujet, aller le retourner et en faire un fan absolu. Ouais. Ça, je trouve ça génial. J'adorais être comme ça. Mais après, ce côté non, on brûle tout, non, je pense pas que c'est une bonne idée. C'est la preuve, sa femme, elle a quand même 500 millions de dettes, je crois, aujourd'hui. Et il est décédé. Ouais. Ça, je veux absolument pas que ça arrive chez moi. Je veux pas que ma femme elle se retrouve avec des dettes au moment où c'est vrai que c'est... je trépasse. Moi, là où je suis d'accord avec toi, je me suis dit, je pense à un ami qui est, enfin, un de mes associés et un ami qui ont des profils comme ça, avec une conviction hors norme. Et tu le sors, il rentre dans une maison, il se fait sortir par la porte, il rentre par la fenêtre. Tu vois, c'est vraiment ces gens-là ils ont un truc et ils lâcheront pas. Et ils sont tellement convaincus qu'ils vont en faire des caisses. Et la plupart des gens vont dire waouh, c'est incroyable, tu vois. Et moi, je pense pas être comme ça. Je suis toujours dans la mesure à essayer de faire attention à ce que l'autre va penser, à essayer de faire en sorte que le deal il soit fait pour tout le monde. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais là où moi, il m'a marqué, c'est si, par exemple, tu vois, avec les Fabuleux, je suis très convaincu que c'est un truc de dingue. Mais je suis toujours dans cette tentation de me dire, si là j'étais Tapi, j'irais à 3000%. C'est-à-dire, en gros, j'essaierais de lever un max d'argent, j'essaierais d'en faire un truc énorme, mondial, convaincre la terre entière. Et en même temps, je sais que j'ai pas envie de me brûler les ailes. Et on voit qu'à des moments, il monte, il redescend. Il monte, il redescend. Et ouais, c'est cette peur que parfois, en faisant trop, en fait, tu dégonfles encore beaucoup plus vite, quoi. Moi, je me méfie de tout ce qui n'est pas organique. Par exemple, si j'ai une négo trop agressive, dans n'importe quel sens, hein, un salaire, une vente, un achat, enfin peu importe. Si une négo trop agressive, je me dis, donc trop agressif pour moi, trop émotionnel, si ça monte, ça va redescendre.
Donc, c'est pas ça. Et donc, pour moi, il faut être très fort sur créer un contexte qui va faire shifter les gens. Et donc, c'est pour ça que si t'es pas à l'aise avec le fait de scale à 2000% le truc, je pense qu'il faut pas le faire. Ouais. Je pense vraiment ou alors, si c'est basé sur une croyance, il faut bosser juste sur la croyance, mais pas sur le fait de le scaler à tout prix, quoi. Si c'est, admettons, si je gagne plus d'argent, j'aurai moins de temps pour ma famille, bah ça, pour moi, c'est l'imaginaire collectif. C'est très certainement vrai, mais c'est pas universel, c'est pas une vérité absolue. Tu vois, si c'est ce genre de croyance-là, on bossait sur cette croyance. Soit elle perdure, soit on la fait sauter. Mais par contre, on force pas le truc en disant ouais, je me viole intellectuellement à faire un truc, quoi. Ça, moi, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner. Si c'est pas organique, c'est comme avec les meufs. Enfin, si tu dragues, si tu dois forcer le truc, ça doit pas le faire, quoi. Il faut pas, faut vraiment être pushy, etc. Si tu es obligé d'en faire trop, ça va pas aller. Et je pense qu'il y a aussi une dimension d'apprendre à se connaître. Et pour revenir au sujet de l'analyse un peu de tous ces contenus, moi, régulièrement, je tombe sur des vidéos et je suis obligé de me refaire le tour dans ma tête en me disant, je vois Alex Hormozy et je me dis, oh, c'est ça que je dois devenir, tu vois, genre, il donne des conseils. Et c'est vrai que c'est vraiment comment dire, ça demande du discernement, se dire, ok, qu'est-ce qui est bon dans ce conseil-là et qu'est-ce qui est adapté à moi. Et je trouve que cette capacité à se connaître avec les années, avec les projets, avec les erreurs, les succès, ça permet d'avoir une forme de grille de lecture. Mais ouais, pour revenir là au truc de tapis, moi, c'est ça que ça renvoie. C'est putain, mais c'est ça qui me manque. Puis après, je me refais le tri. Je dis, mais non, je suis pas comme ça. Ouais, mais c'est pas parce qu'il a été pushy qu'il a eu. Tu vois, tout le monde croit que par exemple Adidas, c'est le même genre de rachat qu'il a fait que les autres. En fait, non. Son métier, c'est de racheter des boîtes à 1 franc à l'époque. Et Adidas, il les rachète quand même, je crois, plusieurs milliards. Donc en fait, il fait un truc de différent. Mais en fait, c'est pas parce qu'il était trop pushy d'un côté qu'il a eu l'histoire d'Adidas et que du coup sa femme aujourd'hui est endettée. Il y a plein de contextes qui rentrent en ligne de compte. Tu vois. Il s'est ajusté au fur et à mesure. Et c'est un peu ça aussi, un peu le truc un peu biais du survivant là, avec un truc comme ça. Donc ouais. Et toi, au fil des années de ta carrière d'entrepreneuriat, de ton rôle de mari, papa, les quelques fois où on a échangé, je te sens assez au clair sur qui tu es, sur tes forces, tes faiblesses. Quels ont été des moments comme ça, assez marqueurs dans ton parcours, où tu t'es dit, ok, ça c'est pas moi, ou ah tiens, là je tiens un truc, il faudrait que j'amplifie. Bah, premier truc, c'est quand tu montes ta boîte. Souvent, c'est en rébellion à un truc. Soit parce que tu es trop bien, soit parce que tu l'es pas assez. Moi, en l'occurrence, parce que j'étais trop bien. Je donnais trop la papate. Je faisais trop ce qu'on me demandait. Donc ça, c'était le premier truc où j'ai dit, ok, là, c'est pas moi. Et deuxième point, c'était à la trentaine. On en a parlé plusieurs fois, mais j'ai fait un exercice qui s'appelle la vision vivide. Et en fait, un livre, c'est ça ou c'est un exercice? Au départ, c'est un bouquin. Et moi, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai fait un exercice dans un mastermind. Et en gros, pour donner du contexte, à ce moment-là, moi, je gagne pas mal d'oseille, tout seul ou quasiment tout seul, avec une petite équipe, vraiment à taille humaine, des potes. Je fais des muses. C'est-à-dire qu'en gros, je lance des business sur Internet. Je regarde, clairement, si je grossis le truc, combien il y a de recherches sur un mot-clé sur Google par mois. Je regarde la concurrence. Je me dis, OK, il y a beaucoup de demandes. Il y a une forte demande, il y a peu d'offres. Il y a une asymétrie de marché. Je vais me placer, je vais faire un truc là. Donc, je faisais des trucs sur des petits infoproduits, du e-commerce, des trucs comme ça. Mais des trucs, enfin, on a vendu pour 750 000 balles de gamelles pour chats. J'en avais rien à foutre. Aujourd'hui, j'ai des chats, mais à l'époque, j'en avais même pas, tu vois. Donc, j'en ai rien à foutre des chats. Toi, j'avais ça. Et en fait, c'était des asymétries de marché. Et en fait, à 30 balais, donc j'ai eu ma fille à 28 ans. À 28 ans, je commençais à me reposer un petit peu des questions sur ma foi, sur le couple, sur tout ça. Et puis, il arrive le truc fatidique de se poser des questions sur le business. J'avais tous les signes extérieurs de bonheur, mais à l'intérieur, c'était vide. Et donc, je fais un exercice par hasard, ou voilà, ça tout dépend comment on considère le hasard, mais en tout cas, j'arrive dans un mastermind. Le premier exercice qu'on me fait faire, c'est la vision vivide. Et donc, le principe de la vision vivide, c'est que tu commences par marquer l'âge de ta mort au milieu de la page. Ensuite, il y a des branches, il y a 6 branches. Donc, il y a ta santé, il y a tes relations, il y a ton niveau d'argent, il y a, je sais plus, ta spiritualité, et puis il y en a 2 autres. Et en fait, c'est de dire, voilà, tu notes l'âge de ta mort, le jour de ta mort, t'en es où dans ta vie? En fait, tu fais l'inventaire. Spirituellement, j'en suis là. En termes d'argent, j'en suis là. En termes de relations, j'en suis là, etc.
Et il m'a fallu 10 minutes pour commencer. Et ensuite, en 10 minutes, je l'ai fini, quoi. Ok. Ça a été hyper rapide une fois que j'avais eu l'image. Et ça m'a permis en fait de poser une vision que j'arrivais pas du tout à faire quand on dit dans 30 ans tu seras où. Ça, moi je suis absolument. Mhm. J'ai une formation d'ingé. Mhm. Multiplier deux inconnus, c'est un truc. Voilà, tu vois. Et donc multiplier des inconnus sur 30 ans, Ouais. je me dis c'est impossible de savoir où je serai dans 30 ans. Mhm. Par contre, j'ai pas ce côté émotionnel, ça m'attire parce que j'essaie d'avoir un truc juste, ce qui est pas du tout le but de l'exercice de la vision, mais bref, j'arrive pas vraiment à m'y mettre là-dedans. Par contre, le fait de dire voilà, c'est ma mort. Le lendemain, il y a dans cette forme actuelle des choses, il y a plus rien. Mhm. J'ai besoin d'avoir, enfin voilà, j'en suis où, quel était le chemin. Et là, j'ai vu, ok, mon truc de muse, etc. C'est trop bien. Par contre, c'est creux. Je suis à 180 degrés de l'endroit où je veux aller, quoi. Je suis à contresens. Et donc j'ai pigé ça. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais du coup, il faut que je fasse quoi pour atteindre ça? Et du coup, j'avais l'objectif, j'avais les critères de succès. Mhm. J'ai mis les actions en face et c'est là où j'ai créé un incubateur. D'accord. Tu as réaligné ta vie. Exactement. Quoi. Et tu disais que c'était aussi une phase de remise en question par rapport à ta foi. Cette conversation, moi, je l'ai appelé papa patron pèlerin, parce que pour moi, la dimension de pèlerinage, de recherche spirituelle est importante. Quand je t'ai rencontré, un truc qui m'a marqué, c'est le fait que on sent que tu as voulu garder un ancrage, tu es resté proche de là où tu as grandi. Je suis revenu, ouais. Ouais, on sent qu'il y a les enfants et on sent qu'il y a la spiritualité qui est important pour toi. Quelle place, quel rôle elle joue dans ta vie d'entrepreneur, de papa? Dans la vie de papa, le côté, je veux dire plutôt religieux que spirituel, parce que ce que nous apporte la religion dans la famille, c'est un cadre, un respect de la tradition, Ok. un rite. Ouais. Et aujourd'hui, la façon dont je transmets à mes enfants, c'est pas réellement de la spiritualité, c'est plus une culture religieuse. D'accord. Ce que j'ai eu aussi. Ok. Je suis pas encore, à expliquer la spiritualité, etc. C'est vraiment plus du rite aujourd'hui. Je sais que je vais tendre vers ça, mais pour l'instant, c'est pas encore en place. Okay. C'est toujours un chemin, j'ai l'impression. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que moi, j'y suis revenu, mais moi, ma nana, je la mets. Lâché. Elle est peut-être plus modérée maintenant que moi, plus soft. Par contre, elle a été hyper constante. Okay. Et moi, j'avais complètement lâché, et là, j'y reviens de manière plus rigoureuse. Par contre, aller à l'église tout seul, c'est un truc que je fais relativement souvent, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Je le prévois jamais. Okay. Et très souvent, c'est j'ai un quart d'heure d'avance quelque part. Je vais me poser dans une église. Sans parler des messes, où voilà, je parle vraiment d'aller tout seul. Et en fait, c'est un truc que je kiffe de dingue. Et c'est un moment où je me retrouve. Je me suis mis à accepter de prier très tard. Ça fait pas longtemps. J'ai perdu mon père et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le faire. Sinon, c'était quand j'allais à l'église, c'était vraiment du rite jusqu'à là. Et donc c'est en chemin. Donc je sais pas si je réponds réellement à ta question, mais et du coup, tu dis ça te fait du bien. Tu le mettrais dans quel domaine? C'est-à-dire qu'en gros, ça t'apaise émotionnellement, ça donne de la confiance, comme tu dis, ça donne un cadre. Ouais, l'apaisement, c'est vraiment le bon terme. C'est vraiment ça. C'est moi, quand je pense au Christ ou quand je vais dans une église, c'est un moment où je me dis, je suis connecté à un ensemble, quoi. Tu vois, et ça me rassure. Je me sens moins seul, en fait. C'est vraiment, et je dis seul, comme je dis, j'ai 30 collaborateurs, je suis marié, j'ai des gosses, etc. Mais à l'intérieur, on peut se sentir seul. Et donc c'est à ce moment-là que je me sens moins seul. C'est intéressant parce que moi, j'ai presque le chemin, sur ma vie d'adulte, pas d'enfant, mais l'inverse, j'étais très spirituel, avec une quête vraiment de l'intérieur à vouloir sortir de la dimension religieuse, que j'ai beaucoup en tant qu'enfant. Oui, parce que tu es fils de pasteur. Ouais, voilà, donc j'ai grandi là-dedans. Donc j'ai voulu plus explorer. Tout ce qui est développement personnel, la méditation. Et c'est marrant parce que je me suis retrouvé dans une retraite de silence et de méditation qui, normalement, je devais aller dans un monastère. Ça ne s'est pas fait 2-3 jours avant.
Et je vais sur Yoga Retreat, un site, et j'essaie de trouver un truc qui collait. C'était les 5 jours seuls dispo des vacances. Et je me retrouve, alors que je n'avais pas capté, je croyais que c'était un truc soft, tu vois, et je me retrouve dans un truc bouddhiste. Et donc très New Age, avec un genre de yogi tatoué partout, ancien militaire, avec des statues de Bouddha et tout. Et c'est lui qui m'a ramené à une dimension religieuse. C'est hyper marrant. Ok. Et il était hyper cool. Et lui, il avait une manière, ça va te parler toi en tant que développeur, une manière très simple de parler. Il disait, en fait, il faut que tu choisisses un cadre religieux. Et en fait, c'est comme un ordi ou un programme. Tu choisis un langage et tu vas au bout. Tu choisis pas 4 langages. Et lui, il disait, la difficulté aujourd'hui, en particulier avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, chacun va piocher un peu partout. Il dit, en fait, un langage, il a ses avantages, ses inconvénients, mais il te structure et il te cadre. Et il faut le pratiquer pour avoir les bénéfices de ce cadre. Il faut le pratiquer pendant longtemps. Donc, c'est chiant, c'est rébarbatif, et tu n'as pas les fruits tout de suite. Mais si tu pratiques suffisamment longtemps, ça vient te structurer intérieurement, tu commences à voir le monde d'une certaine manière. Et je suis sorti de là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. À 2 moments, j'ai failli quitter le truc en me disant, mais c'est tellement pas moi. Mais je suis resté. Et je me suis remis à un mode plus rite, justement, tu vois, à faire un autre repère tous les jours avec les enfants, à être plus assidu, à mettre en place des rigueurs sur avoir des temps de silence, le sabbat, tout ça. Parce que justement, en fait, dans l'entrepreneur, c'est celui qui dit tout est possible, mais en même temps, il y a une forme de fragilité qui est là à l'intérieur. Et je trouve que dans la spiritualité, il y a du réconfort. Et il y a un mot que tu as utilisé, je suis hyper content que tu aies utilisé, parce que j'ai failli appeler cette chaîne Entrepreneur apaisé, mais je trouvais ça un peu mou, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aspire. Le mot entrepreneur, c'est croissance, c'est je gagne du terrain. Mais in fine, à l'intérieur, j'ai envie d'être quelqu'un d'apaisé, avec les enfants, avec ma femme, avec les gens. Et ces 2 mots, je trouve qu'ils vont pas bien ensemble. Et la spiritualité aide à ça. Moi, j'aime bien voir le monde en matrice, tu vois. Okay. Et ça m'a bien, en fait, cette idée de croissance sur un axe et cette idée d'apaisement sur l'autre. Et tu vois, le point de patinage un peu, ouais. Il faut le trouver. Et je pense qu'il bouge déjà dans notre vie. Ah ouais. Et moi, j'aime bien cette image-là. Alors, souvent, moi, je dis pas apaisement, je dis confort. Mais je crois que maintenant, je vais renommer le truc grâce à ce que tu viens de me dire de site. Je vais l'appeler apaisement. Mais il y aurait presque un quiz à créer, là, mec. Tu sais, genre où tu viens, pas un quiz, le mot est kitsch, mais genre presque un audit intérieur. Tu sais, comme tu disais, tu parlais de l'énéagramme. Ouais, exactement. Oui, la map FIFA. Il y aurait presque quelque chose comme ça à faire, de dire, OK, où est-ce que tu en es et comment ajuster, tu vois. Il y aurait quelque chose, je pense, à creuser. Ouais. Mais non, mais et pour revenir sur ce que tu dis là, le fait de prendre une religion, un culte, un rite ou toute autre chose qui n'a rien à voir avec ce domaine-là, de le poncer, d'aller jusqu'au bout du truc pour voir les trucs qui te conviennent et les trucs qui ne conviennent pas. Je pense que ça, c'est absolument c'est une vraie pépite parce que sur tous les pans de notre vie, il faut voir le truc comme ça. Ah ouais. Au départ, en plus, je l'ai vu en ligne, mais je trouve ça absolument génial. Les 3 phases de l'apprentissage, c'est du coup de l'éveil, on appelle ça comme on veut, mais c'est le premier truc, c'est la caricature. Donc, très souvent, on te raconte ce qui est bien. Deuxième truc, c'est tu te perfectionnes sur un sujet. Tu prends sur un panel, sur une thématique, tu vas prendre une micro-thématique et tu vas la penser. Et troisième étape, c'est tu hackes le truc et tu le fais à ta façon. Okay. Et moi, je pense qu'on parlait tout à l'heure de la religion. Moi, je pense que je suis passé par ces 3 points-là. J'ai eu l'éducation religieuse, donc du coup, j'ai vu la caricature. Ensuite, j'ai pris un sujet et je l'ai plus pensé que les autres, c'est le sujet de la famille. Et maintenant, j'ai hacké le truc, c'est-à-dire que je vis ma foi, ma religion, avec ma façon de le voir. Je suis toujours dans un dogme, ça c'est clair, et je vois pas ça comme un inconvénient ou un mot péjoratif. Mais oui, je suis dans un dogme, et mais j'ai hacké le truc, j'en ai fait ce qui me convient. Ouais. Et donc voilà. Dernièrement, j'ai un accompagnement dans cette phase où je lâche une aventure pour entrer dans une nouvelle, donc forcément je me fais accompagner. Et cette personne elle disait, David, tu as besoin de développer encore plus tes racines. Et je pense que justement, tu parles du dogme, tu parles de la religion. Il y a quelque chose dans le monde aujourd'hui qui semble d'un autre temps,
une tradition qu'on a envie de jeter loin derrière. Mais moi, je crois qu'au contraire, quand tu remets tout en question, en fait, tu te perds. C'est hyper dur. Donc oui, il y a un cheminement, mais c'est parfois dans le cadre que tu te trouves. Moi, j'avais mon prof de design en DUT qui disait tout le monde veut devenir un génie et créer son style, mais d'abord, tu copies les maîtres. Il disait le français, il a beaucoup de mal à le faire parce qu'en fait, on lui a appris à pas copier à l'école. Il dit dans les cultures par exemple, asiatiques, tu copies le maître, et après tu dépasses le maître. Donc la copie, c'est pas de problème, ça fait partie du chemin. Et donc dans ce sens-là, je pense que de suivre le chemin des anciens, il y a quelque chose d'humble, de dire je vais suivre la sagesse que eux, parce que si on a une société comme elle est aujourd'hui, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même putain de sagesse derrière. Je veux dire, on a une France qui est incroyable, il y a plein de problèmes, et donc ça veut dire que l'histoire, la tradition, a pas fait que de la merde. Donc déjà, je vais avoir une humilité, puis après, un moment que comme tu dis, tu as poncé, là, tu hackes le truc, quoi. Ouais, exactement. Et moi, j'adore l'Angleterre pour ça. Ok. C'est le truc qui me fait aimer l'Angleterre. Ils ont gardé leur tradition, notamment la couronne, notamment plein de choses comme ça. Et à côté de ça, ils se sont modernisés, c'est-à-dire qu'ils ont, mais sans moderniser, sans que ça soit le truc péjoratif de la modernité, quoi. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Et ce côté où il faut avoir, nous, la pédagogie dans nos programmes, c'est exactement comme ça qu'on la voit. Okay. C'est-à-dire qu'au départ, on se bat contre la recette magique parce qu'on pense qu'elle n'existe pas. Mais par contre, on veut sur les fondations, on veut un socle commun. Et on ne commence pas à faire l'artiste ou le hacker avant d'avoir fait ces bases-là, j'ai envie de dire. Mais par contre, on laisse beaucoup de créativité en phase 2. Mais l'étape 1 est très procédurale. C'est je fais ça, je fais ça, je fais ça, et ensuite après, j'adapte à mon contexte. Ouais. Et ça, c'est juste pour une histoire de productivité. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil aussi. Du coup, quelle est une personnalité ou un entrepreneur qui te parle et qui t'inspire? Bon, on en parlait tout à l'heure, Tapi, j'aime beaucoup. Pas surtout, mais il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Ensuite, sur le côté parcours, Xavier Niel, je trouve très inspirant. Je ne suis pas d'accord aussi avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, mais en tout cas, je trouve le parcours juste dingue où il a géré l'argent d'un côté, ensuite il a contribué. Et voilà, et donc il a eu sa phase argent et sa phase quête de sens. Et je trouve ça vraiment bien. Et donc voilà. Et après, il y a deux profils qui sont presque concurrents sans l'être. Mais Thibaut Elzière, c'est le fondateur d'un startup studio qui s'appelle eFounders. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa capacité. Là, c'est vraiment très opérationnel. Sa capacité d'exécution. Il a lancé des boîtes de dingue. Comme Mailjet, Aircall, Folk, enfin plein de trucs. Donc j'aime beaucoup. En plus, j'ai l'impression qu'il est... Je pense qu'il se rapproche un peu dans le style de Xavier Niel. J'ai l'impression qu'il est très accessible, très simple. Quand en interview, etc., j'ai l'impression ça a l'air d'être un mec cool. Et ensuite, il y a Pierre-Édouard Sterrin, qui est aussi un startup studio, qui est l'ancien cofondateur, je crois, de Smartbox. Et qui, du coup, lui, ce qui m'inspire beaucoup, c'est que il a revendu sa boîte. Il a fait des millions, voire même milliards, je ne sais plus. Milliardaire. Et aujourd'hui, il anime un fonds d'investissement en parallèle de son startup studio. Et c'est un fonds qui est avec une idéologie. Et je trouve ça absolument génial d'arriver à... Toujours pareil, cette phase de transition de j'ai fait l'argent et après je vais sur des projets à impact. Et donc voilà, il a plein de... Voilà, il mène à bien plein de projets. Et j'aime bien ce côté aussi, avoir plusieurs casquettes, plusieurs phases de vie. Je trouve ça absolument génial. Donc eux m'inspirent beaucoup. Ce qui est intéressant avec Pierre-Édouard Sterrin, c'est qu'il a réussi, en tout cas ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est mettre en place tout son génie financier sur des causes pour le bien commun, dans des domaines plus associatifs ou autres, qui ont moins l'habitude d'avoir ce mindset-là. Il professionnalise un peu la démarche, quoi. Et c'est des multi-entrepreneurs, tous ceux que je t'ai cités. C'est des gens qui ont eu plusieurs phases à chaque fois. Et je crois qu'un Zuckerberg, par exemple, ne m'inspire pas du tout.
Ok. J'admire enfin, le travail. C'est juste génial. Mhm. Mais à titre personnel, ça me parle moins. Tu crois pas qu'ils ont eu des saisons quand même? C'est genre Nia, il a commencé par c'est pas le Si, Minitel, ouais, si, il a fait le truc mais il a de. fait d'un coup ça, puis après, puis c'est au moment quand il commence à faire beaucoup de cash qu'il se diversifie. Ouais, Enfin, si, je sais pas. si, mais en plus, je pense que c'est là. Je pense que c'est. Euh, ils en sont la preuve, mais je pense que Mhm. ça Mhm. fonctionne mieux comme ça. Quand au départ, il faut se Ouais, focaliser pour sortir la tête de l'eau et ensuite, après, faire ouais, d'autres choses. Mais c'est vrai. Et toi, par rapport au profil, ton profil d'entrepreneur dans tes aspirations, tu as un entrepreneur, tu sais que tu voudrais lui ressembler par rapport à sa manière de penser. Je me mets un contexte à la question. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais une coach qui me disait David, ce qui te manque, c'est tous les exemples que tu cites, ils sont pas dans tes valeurs et ils ressemblent pas à ta personnalité. Tu as besoin de rechercher des inspirations mm, qui te ressemblent et pour pas essayer de, de se travestir, ouais, d'aller sur ouais. travestir. Ouais, Ouais. voilà. Est-ce que toi, tu as comme ça une ou deux personnes tu vois, par exemple, on va parler d'Alex Hormozy, je le trouve hyper inspirant, le côté famille avec sa femme et tout, mais il y a un côté qui me va pas du tout. Lui, il adore le travail, il est hyper à l'aise avec ça, mais moi, c'est pas mon goal, quoi. Euh, mais j'ai encore eu du mal à trouver, tu vois, un entrepreneur qui est genre 30 ans devant moi et je me dis, j'aime sa manière, son équilibre, sa relation avec sa Mm. femme, ses enfants, la manière dont elle construit l'entreprise. Ouais. Il y a un monsieur qui est décédé qui s'appelle Jacob Abou, Ok, qui est pour moi, ouais, en termes de, pareil, multi-entrepreneur. ok, Celui qui avait justement racheté JC Déco, tu vois, les panneaux d'accord, ouais, publicitaires, qui a fait le journal de l'auto. ok, Voilà, un entrepreneur de dingue. Il est pas né en France, il parlait même pas français. ok, Il est arrivé, il est arrivé, il a fait les petits boulots qu'on confiait aux juifs de l'époque. Tu vois, ok. tu vois, tu vois, le gars qui arrive, qui parle pas français, les petites tâches, et à la fin, il a terminé prof HEC. Et puis, il a monté des boîtes de dingue. Enfin, moi, j'ai un respect, et j'ai un respect de dingue pour lui. Et je m'étais promis que je lui enverrais une lettre, un courrier. Il est décédé, et du coup, le courrier, je l'ai envoyé à son épouse. Tu vois, Ok. c'est vraiment un haut niveau de respect pour ce bonhomme. Et Et tu sens que dans la personnalité, ça c'est t'inspire. un aventurier, en fait, c'est ça. Ok. C'est un aventurier. Et ce que j'adore alors j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais dans tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai écouté de lui, c'est que jusqu'à 80 balais, en fait, il avait Continue. ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve ça absolument génial. Et pour le coup, lui, il a vraiment connu le truc de je repars à zéro parce que tout se casse la gueule et je remonte à cheval et je continue et je me recasse la gueule et je remonte, etc. etc. Ah, Donc, c'est génial. ça, je trouve ça hyper inspirant. Et ce côté aventurier. Tapi, c'est Hmm. un aventurier. Ouais. Ce truc-là. Tu vois, Tapi, enfin, tout lâcher pour faire du cinéma et de la musique, je trouve ça absolument génial. Je trouve ça hyper inspirant. Euh, Bah, là, dans ce qu'on se disait avant, ce côté je détruis le mur et j'en construis ouais, un autre. c'est vrai aussi. Mais je pense qu'il y a une putain d'adrénaline là-dedans. Mais Mhm. moi, je me dis que je pense que c'est un truc, on verra de quoi est fait le temps, mais je pourrais le refaire quand il n'y aura plus les enfants. C'est Ok. vraiment une liberté parce que je sais que ce mindset-là, il va demander beaucoup d'ajustements et il va demander énormément de temps. Je veux dire qu'en gros, si je sais que je peux bosser de 8h à minuit ou alors jusqu'à 2h, me relever à 11h et que j'ai plus de rythme pour pouvoir poncer un sujet, tu vois, genre j'en sais rien, je veux me lancer un album de musique, je sais qu'il va falloir me plonger dans un nouveau univers, avoir énormément de variables d'ajustement. Et là, dans la saison dans laquelle je suis, c'est dur. Et je pense à plusieurs mentors que j'ai vus qui sont à la soixantaine ou plus. Après 50 ans, quand les enfants partent, il y a vraiment une nouvelle saison. Tu vois, il y a Ouais. une nouvelle étape où ils osent plus. Mais Tapi, quand il fait ça, je viens de comprendre en fait le truc. Il remet pas tout, il balaye pas tout parce qu'il a un truc qui est Ouais. inestimable, c'est la notoriété. Ah oui. Il y a ce truc-là aussi. C'est qu'ils ont capitalisé de dingue. Ah, Oussama, on en parlait tout à l'heure. Il était au top dans un Mhm. écosystème. Il a eu ses déboires, il est encore dedans. Ouais. Et il gagne autant d'oseille qu'avant, voire même plus. Il gagne plus d'oseille qu'avant. Ouais. Il n'a pas eu de creux de la vague. Bah, lui, ce qui est dingue, c'est que en fait, il s'est fait tuer sur sa notoriété, mais il en a fait une force. Ouais, de ouf. Antifragile. Ouais, il a vraiment retourné le truc en se disant rien à branler de ce que tu penses de moi. Moi, voilà où j'en suis et je fonce.
Et il s'est recréé. C'est une dinguerie parce que, comme tu disais, Tapi, il avait sa notoriété, mais c'est un truc qui peut se salir tellement vite. Ouais. C'est un actif, mais en même temps, c'est un énorme risque. Mais tu sais, si on parlait tout à l'heure si on avait une sorte de diagramme un peu, Ouais. tu sais, bon, il y a la spiritualité. Mhm. Ça, c'est un truc c'est un asset. Ouais. Chez une personne, il y a l'argent, Ouais. ben, la notoriété, la santé, Mhm. et je pense qu'il y a les relations. Le réseau. Et en fait, je pense que quand on dit on perd tout, on perd pas tout d'un coup, en fait. Ouais. C'est compliqué de perdre. Oui, puis on ne sait pas aussi financièrement ce qu'il y avait derrière. S'il faut, il lâche tout, mais derrière, il avait des petites muses comme toi. Ouais, c'est possible. Et je pense que en tout cas, moi, dans notre stratégie sur les prochaines années, je pense que je vais faire l'inverse de toi. Moi, je vais commencer par les muses maintenant, dans le but de me dire, on a beaucoup bâti sur le réseau, la notoriété, mais plus on va sur des sujets aussi sensibles, plus le risque il est grand. Et donc, le fait d'assurer sur des trucs qui ne demandent pas de notoriété, je pense que ça te donne encore plus d'ailes pour prendre des risques. Ouais, c'est sûr. Bah, après, tout dépend de ce dont tu as besoin. Il y en a qui sautent avec 2 parachutes. Ouais. Il y en a qui mettent des bretelles et une ceinture. Ouais. Et il y en a d'autres qui ont besoin de moins. Ouais. Euh, Dernière question pour Ouais. toi. On a parlé de la famille, des enfants. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants en termes de ce que toi tu vis en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a une valeur qui est importante ou plusieurs que tu voudrais leur transmettre? Et est-ce que tu as envie de faire d'eux des entrepreneurs ou pas forcément? Alors moi, j'ai une vision très... comment dire? J'ai pas la vision empire, Ok. mais plus... comment dire? Dynastique. Ok. C'est plus ça C'est que... quoi la différence entre un empire et une dynastie? Empire, pour moi, c'est un truc immense en termes de patrimoine. Ok. Dynastie, il y a ce côté transmission Ouais. et qui... C'est pas forcément matériel. L'empire, je le vois beaucoup plus matériel. D'accord. Alors évidemment, je fais pas comme Pierre-Édouard Terrain, malgré le fait que je l'ai cité tout à l'heure comme un modèle. Je ne suis pas pour déshériter mes enfants. Ok. Si je fais tout ça aujourd'hui encore, c'est pour créer un patrimoine et le laisser, et le transmettre. Mais ce côté dynastique, j'aimerais avoir créé un cadre, c'est vraiment ça le but, où mes enfants, ils puissent, moi aujourd'hui c'est le business, c'est mon art, j'aimerais qu'ils puissent avoir leur art à eux. Si c'est du business, tant mieux. Si ça l'est pas, c'est peut-être encore mieux, c'est-à-dire que je n'aurai pas mon mot à dire. Et je pourrais pas faire le vieux qui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais tu vois, si j'en ai un qui veut s'épanouir dans l'art, je suis absolument pas artiste. Tu vois, la seule musique que je joue, moi, c'est je mixe de la musique électro. Autant dire, c'est pas, tu vois, c'est encore très mathématique. Mais donc, je suis pas du tout artiste. Mon fils, tu vois, bon, il va faire 10 ans dans pas longtemps. Il est encore très jeune, mais il adore le faire du piano. S'il veut se développer là-dedans, qu'il est heureux, bah, en fait, ça, je trouve que ça rentre parfaitement dans le cadre dynastique. Tu vois. Et, dans la dynastie, il y a le nom, en fait. Il y a une forme de... Il y a le nom, il y a le côté spirituel, il y a un lieu, et il y a des valeurs. Excellent. Valeur première, c'est kiffer. Donc, Ah ouais. C'est ta valeur principale que tu veux leur communiquer. Kiffer, apprendre, performer. Kiffer, apprendre, performer. Pas mal. Bah, ce sera le mot de la fin. Ok. Merci. Merci beaucoup. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité. Au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter
où je te partage mes nouveautés. Bisous.